Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de la rétrospective Denis Lavant dans le podcast Les Aventures de la Princesse. On est toujours donc en très bonne compagnie, je suis toujours avec Clémence. Salut. Et moi c'est Donna, donc toujours la même équipe, toujours la même énergie, ou pas. Ou pas. Ou pas. Un épisode compliqué, Oui. mais intéressant comme toujours. Un épisode où on va rentrer beaucoup dans le cinéma de genre. On va explorer, on l'avait annoncé à l'épisode précédent, pas mal de genres cinématographiques différents et nouveaux. Ça va encore être un certain voyage entre différents pays. Oui. Par contre, peu de premiers rôles marquants, on va le voir. Quand même beaucoup d'apparitions. Toujours, mais on va détailler ça ensemble, une passion de Denis Lavant qui se retrouve encore aujourd'hui pour aller jouer des petits rôles chez des réalisateurs débutants. Donc on va retrouver beaucoup de premiers films, parfois de réalisateurs qui n'ont pas eu la chance d'aller beaucoup plus loin que le premier film, parfois pour le mieux, parfois pour le pire, on va détailler tout ça, et parfois des cinéastes qu'on va retrouver avec bonheur au fil de ces épisodes suivants. Voilà, donc on s'était arrêté sur, si je me trompe pas, sur Beau Travail et sur un autre film, mais on s'était beaucoup arrêté sur Beau Travail quand même. On avait terminé sur Tuvalu, il me semble. Voilà, sur Tuvalu, c'était celui-là, mais on va rester sur Beau Travail. On arrivait donc à l'orée des années 2000, un Denis Lavant dont la carrière était quand même assez établie à ce moment-là, une carrière cinématographique qui avait dépassé cette simple image du jeune Denis Lavant des débuts. L'acteur de la nouvelle vague des Oscaraxiennes, on va dire. Et donc on arrivait à cet acteur qui pouvait aller explorer d'autres genres, ce qu'on va voir tout de suite. J'ai noté en parallèle donc des films qu'on va traiter aujourd'hui. Évidemment, Denis Lavant est toujours en premier lieu un acteur de théâtre. Dans ces années, donc là on va explorer les années 2000-2004, c'est toujours un acteur qui est très présent sur les planches. Donc j'ai noté qu'il jouait Brecht, il jouait Jarry, il joue Coltès plusieurs fois avec des mises en scène de Bernard Sobel, dans des pièces dont ce que j'ai pu voir avait beaucoup tourné, avait eu un certain succès, donc c'est un acteur très présent. Tu veux pas faire des rétrospectives de théâtre plutôt là parce que... Non, ce n'est clairement pas ma partie. Mais en parallèle donc, de ses premiers rôles au théâtre, on va voir plusieurs rôles plus secondaires au cinéma, et on commence tout de suite avec l'an 2000, avec un film qui, pour le coup, lui a marqué pas mal d'esprit, et toujours parfois un peu cité aujourd'hui. C'est Promenons-nous dans les bois, réalisé par Lionel Delplanque. On est sur un premier film, donc on l'a annoncé. Lionel Delplanque qui ne tournera que 2 films, en tout cas à ce jour, le second étant Président avec Albert Dupontel, qui connaîtra un autre succès. Et donc je retarde comme je peux, il va falloir parler de ce film. Promenons-nous dans les bois, qu'est-ce que c'est ? C'est un film d'horreur qui s'inscrit pleinement dans un peu un courant du cinéma d'horreur du début des années 2000 en France, où on produit pas mal de films d'horreur avec quand même un certain budget. Le film est bien budgété pour un premier film et pour un film d'horreur, dans lesquels on vient placer des acteurs de cinéma français qui n'ont la plupart du temps rien à faire là. Alors parfois c'est Maïwenn et Cécile de France, et là ce sera François Berléand et d'autres qu'on va détailler par la suite, mais c'est surtout François Berléand, le cachet surprise de ce film surtout d'horreur, pour justifier son budget. Donc qu'est-ce que ça raconte rapidement, Prenons-nous dans les bois ? C'est une troupe de théâtre et d'amis jeunes, 5 jeunes comédiens, qui sont engagés par un comte dans un manoir isolé joué par François Berléand pour jouer une pièce de théâtre devant pas grand monde. De théâtre qui est une transposition pas incroyable du Petit Chaperon Rouge, et donc pendant qu'ils vont rester dans ce manoir pour la nuit après avoir joué la pièce, va se dérouler pas mal de choses un peu étranges, et ils vont mourir les uns à la suite des autres dans un simili-slasher, et on retrouve Denis Lavant dans le film, sinon on n'en parlerait pas, en une espèce d'assistant garde-chasse, garde-manoir, homme à tout faire de François Berléand. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de ce film qui est Promenons-nous dans les bois ? Avec plaisir. Alors ce film, il m'a fait beaucoup rire, je dois dire. Mais très involontairement, hein, parce que c'est avant tout, ça veut être un film d'horreur. Mais en fait, c'est tellement absurde que j'ai pas pu m'empêcher de vraiment rire, mais vraiment rire aux éclats parfois à certaines occasions. Parce que tout est très décalé en fait.
Je vais m'expliquer. Déjà, c'est assez incroyable comment tous les acteurs sont faux, je trouve. Et en fait, on retrouve quelque chose qui est très Luc Bessonien des premiers temps, dans le jeu des acteurs, qui est très exubérant. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont vulgaires, ils sont odieux. Et du coup, ça donne des répliques qui sont prononcées de manière très décalée, en fait. Et du coup, ça rend la chose très drôle. Et j'ai noté quelques répliques d'ailleurs, notamment une prononcée par François Berléand, hein, le pauvre, je sais vraiment pas ce qu'il fout là, hein, mais il dit « Vous êtes un syndicaliste, ce sont des gens comme vous qui ruinent le pays !» Et il le fait comme ça, hein, voire pire que comme ça, et ça n'a rien à faire là, il s'adresse à son garde-chasse, c'est assez... Enfin, tout est très décalé, quoi, le film est vraiment très mauvais, et je sais pas trop si c'est vraiment un vrai nanar ou pas, je pense que oui, parce que c'est très... ça fait pas peur, c'est très drôle, et l'imagerie aussi, ça c'est le plus gros problème, pour le coup, l'imagerie est très lisse, on est vraiment sur... du numérique du début des années 2000, et du coup ça rend pas le film d'horreur aussi poisseux et dérangeant qu'il voudrait l'être, malgré les meurtres un petit peu gore. Parce que tout est très lisse et très poli en fait, avec un étalonnage qui est assez pop et tout ça, qui pourrait être très sympa dans un autre contexte. Je pense que le film passe vraiment à côté de son objectif d'être un vrai film d'horreur, et c'est dû à vraiment plein de trucs qui se mélangent et qui en font plus un film digne de Luc Besson de ces années-là, et donc une espèce de comédie un peu mauvaise, vulgaire et teen movie en fait, plutôt que un film d'horreur avec des jeunes en mode héritage du slasher, quoi. Mais bon, ça m'a quand même fait rire, même si j'ai pas passé un moment incroyable devant. Et aussi le mixage est horrible parce qu'on entend chaque bruit de bouche, chaque bruissement de tissu, chaque clignement d'œil, et j'ai trouvé ça vraiment très désagréable à écouter. Et c'est pas désagréable dans le sens dérangeant, mais désagréable dans le sens ça fait mal à l'oreille, quoi. Et j'ai vraiment pas beaucoup d'autres choses à dire. Si, peut-être sur Denis Lavant, il joue encore une espèce de simplet agresseur sexuel, ce qui est un peu un fil rouge de sa carrière, mais voilà, il cabotine à mort comme les autres, et c'est plutôt rigolo parfois aussi. Je vais forcément être d'accord avec beaucoup de choses de ce que tu as dit, parce que le film est assez... J'ai dit qu'il était encore assez connu et commenté aujourd'hui, essentiellement parce qu'il est considéré comme un des pires ratages du cinéma français, du cinéma d'horreur français du début des années 2000. Et on va pas contredire cette légende du film qu'il est assez raté de manière générale, mais qu'en dire. Non, je suis d'accord que le premier problème du film, c'est évidemment ces comédiens qui ne jouent clairement pas tous dans le même film. Il y a un gros problème de direction d'acteurs, mais qui, je pense, cache un problème général de construction du film. Je pense que la production a été très chaotique, je pense que tout le monde n'était peut-être pas sur la même volonté entre un film d'horreur, un espèce de film gothique, un slasher. Il y avait plusieurs pistes, je pense, qui se mélangent, et même au niveau du scénario, le scénario va dans tous les sens, c'est un peu nulle part. Moi j'ai pas compris la résolution à la fin, donc... Et je pense que c'est les traces d'un film qui, effectivement, ne savait pas complètement où aller. J'ai noté, il y a un moment, il y a une espèce de scène en vue subjective, comme si un monstre courait vers le personnage dans la forêt, et puis... cut, on passe sur autre chose, et en fait il n'y a absolument pas de monstre, et elle a rien vécu dans la forêt, donc pourquoi? Et tout le film est comme ça, avec un montage complètement heurté, qui est vraiment, on sait vraiment pas pourquoi c'est comme ça, et où ça va. Évidemment, comme tout bon film d'horreur français début des années 2000, il y a des lesbiennes, oui, sans que ça ait forcément un apport au film. J'ai noté aussi une réplique complètement absurde, c'est dans les premières répliques de François Berléand, qui est celui qui nous apporte le plus de répliques absurdes, notamment parce que François Berléand joue dans tout et n'importe quoi avec le même flegme, qui est que s'il est payé, il s'en fout. C'est ça. Et donc il donne la réplique à Jason Statham ou Clotilde Courreau. C'est pareil. C'est pareil pour lui, tu peux lui proposer n'importe quel rôle, il sera toujours François Berléand. Et donc, c'était un moment où il dit « Ma fille avait une très belle voix ». Et le personnage lui répond « Elle était chanteuse ?» Il répond « Elle est morte ». J'ai noté aussi celle-là. Oui, d'accord, mais ce n'est pas une réponse à la question. Mais passons. Quand même, il y a des choses, moi, que je trouve pas si mal dans le film. Peut-être parce que j'ai vu... parce que j'ai vu des choses... d'autres choses assez affreuses du type haute tension.
et que en vrai, je vois qu'il y a quand même une espèce de patte artisanale derrière ce projet, même s'il est clairement raté de bout en bout. Déjà, je trouve que Denis Lavant, il fait vraiment flipper. Même si la fin de l'évolution de son personnage, on est d'accord, vire sur quelque chose qui me fatigue un peu. Au début, son apparition, il arrive quand même avec, donc sur une moto, comme ça. Il y a quelque chose de vraiment flippant, vraiment, il y a un côté gueule. Et pour le coup, son jeu particulier sert vraiment le truc. Hein. Je pense qu'il aurait parfaitement sa place dans un bon film d'horreur de Denis Lavant. Moi j'ai trouvé ça pas mal, et je vais être en accord avec toi, moi j'aime, si je dois sauver un truc du film, c'est la photographie. Ah bon ? Ouais, moi je trouve qu'il y a vraiment des audaces de photos dans un film qui du coup n'est pas un film numérique, on est en 2000, c'est clairement un film pourtant ça en a l'air, pellicule. Ouais, j'allais dire peut-être post-produit en numérique, mais non, parce que le premier film post-produit, enfin étalonné en tout cas en numérique, il y a forcément de la post-production numérique sur le film, mais étalonné en numérique, c'est O Brother, qui est de sortir la même année, donc clairement, on est sur un film pellicule. Et nous, en fait, c'était Promenons-nous dans les bois. Non. Puis, moi, je trouve que la photo est vraiment intéressante. Donc, le chef-op, c'était Denis Rouden, qui était un tout jeune chef-op à l'époque, et qui aujourd'hui, il me semble, est le chef-op des énormes productions comiques français, genre Clavier et compagnie, et Didier Bourdon, donc tout autre univers, mais pourquoi pas. Et non, en vrai, moi je trouve qu'il y a des vrais trucs sympas, notamment la scène de la salle de bain, dans un espèce de blanc laiteux quasiment intégralement blanc, où on arrive à discerner un petit peu des formes au milieu du blanc, un truc complètement surréaliste qui vient créer à la fois une angoisse de ce qu'on ne voit pas, mais dans une originalité, parce que d'habitude ce qu'on ne voit pas et dont on a peur est dans le noir, et là c'est inversé, et donc il y a quelque chose de très propre, un qui joue sur ce côté laiteux. Alors certes, dans le film, ça arrive comme ça à un moment, puis le reste du film est mal construit parce que le montage machin, mais il y a plusieurs moments comme ça que je trouve assez beau et qui témoigne peut-être d'une première volonté de venir construire un espèce de film gothique très esthétique. De même que la toute première scène du film avec Marie Trintignant, pareil, apparition absurde, qui est un travelling très classieux avec une musique épique, très très longue, pour arriver sur donc le meurtre de Marie Trintignant, et il y a vraiment une volonté plastique qui, dans un récit, n'a aucun sens, parce que moi je vois ça et je me dis, j'en ai rien à foutre, puisque je ne connais pas tes personnages. Présente-moi des personnages, après tu les tues. D'autant que cette scène ne se marie pas avec le reste du film en termes de scénario, parce qu'on ne comprendra jamais vraiment où il faut situer cette scène de meurtre par rapport au reste de l'histoire. Je crois que c'est un peu évoqué vers la fin, mais comme c'est très confus, c'est compliqué à comprendre en fait le lien de cette femme avec le reste de l'histoire, quoi. En fait, je pense que ce dont tu parles et les audaces esthétiques et tout ça, c'est effectivement assez remarquable. La scène de la salle de bain, je me suis surprise à la trouver vraiment très belle pour le coup. Mais je pense que comme tu dis, c'est un peu les séquelles de ce film peut-être un peu classieux et gothique qui devait être fait et qui s'est transformé en slasher un peu vulgose, quoi. Et c'est un peu dommage du coup. C'est complètement dommage. Ouais. Mais ça se retrouve à plein de petits détails. J'ai noté quelques petits détails de choses qui m'ont fait. Déjà, pareil au niveau du mixage, je suis pas complètement d'accord. Le mixage est confié à un tout jeune Cyril Holtz, qui deviendra par la suite probablement l'un des les plus nommés au César dans la catégorie son, parce que maintenant chaque année il y a 5 films nominés au meilleur son, et s'il n'est pas dans au moins 2 d'entre eux, c'est une anomalie. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le mixage était très bien fait, mais travaillait avec des sons qui étaient une catastrophe. C'est-à-dire que vraiment le nombre de sons clichés de cinéma d'horreur, qui donc là ne sont pas le fait du mixeur, mais bien de la création sonore. La création sonore du film, je la trouve complètement catastrophique, et elle traduit encore ce film qui n'a aucune ligne, qui ne sait pas du tout sur quoi se tenir, et qui des fois... C'est des sonorités qui virent dans le burlesque le plus total, le grand guignol. Genre la respiration tremblotante de comment elle s'appelle, Sophie, jouée par Clotilde Courreau, au bout d'un moment j'en pouvais plus, quoi. Ah ouais, non, mais je peux comprendre. C'est l'entendre respirer en mode... Ça peut être intéressant au début parce que ça s'entend qu'elle est angoissée et ça se ressent. Mais au bout d'un moment, quand t'entends que ça, c'est juste... Ça martèle un peu le tympan, quoi. Oui, je trouve qu'il a essayé quand même de construire un mixage d'angoisse
qui moi je trouve à certains moments marche, mais à partir de sons catastrophiques. Ouais. Et dans les autres petits trucs, avant de finir, un peu surprenants, donc déjà il y a Michel Muller, qui à l'époque était surtout connu pour des chroniques humoristiques sur Canal+, qui fait une apparition en policier qui n'a aucun sens. Il pop une fois, il pop une deuxième fois, il se fait tuer, et puis voilà. Voilà, c'est un policier qui se balade dans le film, on sait pas pourquoi, qui est dans un sous-jeu, moi j'ai noté une imitation d'Yves Saint-Laurent, il parle tout doucement, on ne comprend pas ce qu'il fait là. Moi j'ai noté qu'il me faisait un peu penser à... Mais enfin, je suis quand même le parrain de ton Cluzet. fils. Voilà, François Cluzet. Mais en plus mesuré, quoi. Et donc, autre petite surprise de la fiche technique, le montage est signé de Pomme Z, qui donc évidemment n'est pas une vraie personne. Et Pomme Z, c'est le raccourci sur un Mac pour annuler, l'équivalent de CTRL Z sur des ordinateurs non Mac. Et donc du coup, c'est quand même fou que tout le monde était... Enfin, ça prouve que tout le monde était complètement conscient à la production que le film partait dans tous les sens, et la personne qui a signé ce montage, qui effectivement est une catastrophe, était tout à fait consciente de ce qu'elle faisait, et a donc renié le film en s'appelant Annulé. C'est sur Alan Smithy. Voilà. Et donc on est aussi sur une des premières productions de Olivier Delbosque et Marc Missonnier, qui plus tard partiront pareil dans un autre univers en faisant le petit Nicolas et Astérix. Donc voilà, c'est un témoin d'une époque du cinéma français. On pouvait mettre beaucoup d'argent dans un cinéma d'horreur classieux très aléatoire, où des producteurs qui avaient des ambitions assez grandes partaient, où plein de gens ont fait leurs armes. Et bon, effectivement, hein, c'est un foirage, c'est un échec. Tout le monde le sait. On s'est reconfronté au film, on est d'accord, c'est un échec. Mais je trouve quand même qu'il y a des petites traces de quelque chose qui, moi, aurait pu me plaire plus que d'autres films d'horreur de l'époque, et surtout Haute Tension, qui pourtant est plus souvent apprécié. Je trouve que le film de Delplanque est quand même beaucoup moins lesbophobe que le film d'Alexandre Aja. C'est clair. Ce qui certes n'est pas dur, mais c'est déjà à noter. Et après, bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus, juste je note chose un peu rigolote dans ses mémoires qui échappaient belle. Denis Lavant dit que les rôles évoluent avec l'âge et que maintenant qu'il est un peu plus âgé, donc au moment où il écrit, que je sais plus quand sort le livre, mais à la fin des années 2010, il explore le cinéma de genre. Ça me fait beaucoup rire, parce que ça veut dire qu'il a oublié de sa propre carrière des films de genre qu'il a fait bien avant, qu'il a complètement effacé, dont celui-ci, puisqu'il dit découvrir le cinéma de genre à la fin des années 2010. En disant on propose des scénarios que je trouve un peu débiles, mais quand je rencontre les cinéastes qui ont une passion dans les yeux, et bah je me rends compte qu'il y a quelque chose à jouer, qu'il y a vraiment un truc, et c'est probablement pour ça qu'il a fait ce film-là, dans les mêmes conditions j'imagine, mais je trouve ça très drôle qu'il l'ait complètement oublié, ainsi que d'autres films dont on va parler aujourd'hui, et que ça sort complètement de sa mémoire et de ses mémoires. Et encore un dernier truc qui m'a fait rire, dans les remerciements du film, on trouve Édouard Molinaro et Jeanne Moreau. Voilà. Des noms que je n'avais pas prévu de trouver dans les remerciements d'un film d'horreur. Ouais. On passe donc au film suivant. Le film suivant s'intitule La Squale. Il est réalisé par Fabrice Genestal. De la même manière que le précédent, c'est un premier film d'un cinéaste qui n'en fera que deux, en tout cas qui n'en a fait que deux à ce jour. L'autre film étant un film très différent, une espèce de film d'action avec Gilles Lelouch, un projet bizarre qui n'a pas trop marqué. On est encore une fois sur ce début des années 2000 où on peut mettre des gros budgets dans des films très marqués et qui ne rapportera absolument pas sa mise, mais cette fois on est dans un autre film de genre, d'un genre qui peut-être un peu moins aujourd'hui mais qui était très présent à l'époque, c'est le film de banlieue, et je pourrais presque dire le film de banlieue post-La Haine. Ça se la raconte, c'est pris pour une squale. Dans ce film, on suit deux personnages de jeunes, donc le personnage de Désirée, joué par Essé Lawson, donc qui est une femme, ça ne s'entend pas forcément avec les noms que je viens de dire, et le personnage de Toussaint, de Tony Pudja, qui est donc un jeune garçon. Donc les deux grandissent dans une cité, alors je ne sais plus c'est laquelle, on va vérifier, mais donc grandissent dans une cité
qui n'est pas forcément la plus heureuse du coin, et le personnage de Toussaint est un espèce de petit caïd qui n'est pas d'une grande envergure, qui joue un peu à celui qui en impose, mais qui finalement fait plus peur, en tout cas au début du film, aux assistants d'éducation de son lycée que aux commerçants et aux dealers du coin. Et le personnage de Désirée est une jeune femme qui arrive un petit peu... Enfin, elle habite déjà là, mais au moment au début du film, on dirait qu'elle arrive dans cet univers en clamant partout qu'elle est la fille illégitime d'un grand truand, d'un grand bandit un peu mythique du coin, qui Suleiman, qui a disparu alors que toute son équipe a été coffrée, et lui a réussi à s'en sortir, et personne ne sait vraiment où il vit, s'il vit ou pas, où il existe. Il est un peu en statut de demi-dieu pour les autres petits truands du coin, quoi. C'est ça, elle plaide partout, elle clame partout qu'elle est sa fille, et donc elle a un espèce d'héritage à faire vivre, ce que tout le monde ne croit pas forcément, mais du coup elle a quand même une espèce d'aura à partir de ça. Et Denis Lavant, on le retrouve là dans un vraiment tout petit rôle, encore plus que le film précédent, parce qu'il apparaît vraiment une scène qui lui est tout entière dévouée, qui joue un personnage qui s'appelle le Joker, qui est un ancien camarade de Suleiman, qui est un peu le dernier survivant au fond d'un bar PMU, et qui va nous raconter la légende, en tout cas nous donner des éléments de mythe. Je vais me permettre de commencer, parce que je trouve, moi j'ai beaucoup aimé le film, c'était vraiment une belle surprise. Je trouve qu'il conjugue vraiment bien pas mal de choses du film de banlieue, et il évite pas mal de clichés et d'erreurs de ce genre-là, surtout à cette époque-là. Je trouve qu'il est un peu un chaînon manquant entre un film comme De bruit et de fureur, très daté, mais pour son côté très ancrage social, et La haine de Kassovitz, qui est un peu la référence à cette époque, pour son côté film avec des vraies volontés de cinéma, de cadrage, d'action, enfin voilà. Je trouve qu'il se met dans cet entre-deux, tout en étant tout en préfigurant le film Wesh Wesh Qu'est-ce qui se passe, qui sortira dans 1 an après. Et si je dis ça, c'est entre autres parce que le film est écrit et réalisé donc par Fabrice Genestal, qui était lui-même un habitant de l'endroit où il a tourné, qui a été, il me semble, un travailleur social, il me semble qu'il a travaillé dans des écoles également pendant de nombreuses années, qu'il connaît donc ce terrain, qu'il a pris énormément de temps apparemment il a pris 6 mois avec tous les comédiens pour travailler les personnages, faire de la mise en contexte, discuter, vraiment construire quelque chose qui se joue entre le réel et la fiction. Et donc il y a une vraie volonté de réalisme, et quelque chose qui n'est pas dans une espèce d'exagération, qui était celle qu'avaient déjà les médias, même si ça va s'exagérer à partir de 2005. Donc il y a vraiment cette qualité réaliste là, et en même temps, et je trouve que c'est là où c'est assez fort, c'est que les deux marchent très très bien, il y a une vraie volonté cinématographique, mythique, qui vient de plusieurs points, déjà de la qualité des deux comédiens principaux, Estelle Lawson et Tony Puglia, qui vraiment sont donc à ce moment-là commencent leur carrière. Elle avait été mannequin, lui avait eu des tout petits rôles, et donc c'est vraiment une révélation de deux comédiens qui sont incroyables, qui prennent vraiment sur eux leur personnage, et bon, le reste du casting est très très bien aussi, mais ces deux-là sont assez bluffants, je trouve, et non, à ce jour, pas forcément aujourd'hui une très grande carrière, malheureusement, on sait pourquoi. Dans le cinéma français actuel, lui a réalisé des films depuis pour pouvoir construire ses propres histoires, et elle a déclaré que elle préférait jouer peu mais ne pas jouer des rôles caricaturaux, donc c'est pour ça qu'elle jouait peu, mais les deux ont quand même eu quelques rôles depuis, et donc voilà, ils apportent vraiment cette énergie, cette force dans un film qui a des références parfois, j'ai noté hollywoodiennes, quoi. Il y a une vraie volonté d'un cinéma d'action, de tension, qui je trouve se ressent et marche très bien, et c'est là je trouve que le choix de Denis Lavant est très bien pensé, c'est-à-dire qu'il apporte une dimension mythique au film, alors qu'il apparaît vraiment un tout petit peu, une toute petite scène, mais il vient amener quelque chose, quand il raconte toute cette histoire de Suleiman, tout ce mythe de la pègre française de la fin des années 80, début 90, qui à ce moment-là a disparu en fait. Et donc il raconte ça, et à la fois on voit en Denis Lavant un vieillard, même s'il n'est pas si vieux à ce moment-là, mais il joue déjà très bien le vieillard. Un vieillard complètement dépassé, bourré au fond d'un PMU, ridicule, dont personne n'aurait peur. Et en même temps, il a cette charge, il a un truc, on croit au mythe qu'il raconte, on croit à ce qu'il nous fait vivre.
il fait sortir ce monde, il nous fait sortir du PMU en fait, on est d'un coup dans un autre univers, et donc si nous on y croit en tant que spectateur, évidemment que les personnages y croient, et donc ça raconte quelque chose de ce qui les fait avancer et du mythe. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, et qui je trouve fait la force du film, c'est que il y a peu de films de banlieue, et encore plus à cette époque, qui ne sont pas misogynes, ou même au-delà de ne pas être misogynes, qui donnent des rôles à des personnages féminins. La haine, c'est quand même pas ça. De bruit et de fureur, bon, le film avait déjà 20 ans, mais c'est quand même pas terrible. Même mon souvenir de Wesh Wesh, Qu'est-ce qui se passe, qui est pourtant l'un des meilleurs films de la période sur le sujet, j'ai pas un souvenir de grands personnages féminins, et encore aujourd'hui, 25 ans après La Squale, c'est compliqué de trouver des films de banlieue dans lesquels il y a des personnages féminins qui sont plus que simplement la mama. Je pense à Athéna de Romain Gavras, ou Les Rascals de Jimmy Laporal Trésor, qui sont quand même des films assez misogynes. Donc il y a vraiment cette force, il y a vraiment un propos sur le féminin, un propos sur les rapports hommes-femmes, sur vraiment cette construction, et qui, voilà, je pense que tu reviendras dessus, je vais pas parler du fait qu'il y a aussi des séquences qui sont assez dures, surtout la scène d'introduction, mais voilà, je trouve que c'est la force du film de vraiment traiter cette question de comment ce personnage de Désirée, elle navigue au milieu d'un monde masculin, et le film dépasse cette question un peu bêta de être une femme dans un milieu de la criminalité masculine, en venant vraiment raconter la question de la solidarité féminine, intergénérationnelle, interclasse, inter-origine sociale, on va dire, puisque le film, après nous avoir montré toute la fuite en avant de la violence assez horrible du personnage de Toussaint, qui part vraiment de plus en plus dans une folie destructrice, vient nous montrer une solidarité féminine sur la fin. Je vais pas spoiler la résolution du film, mais il se termine vraiment sur une happy end presque forcée, mais en tout cas sur un vrai propos de solidarité féminine, et qui est vraiment à noter. Donc moi, c'est un film qui m'a assez impressionné, et je regrette que Fabrice Genestal n'ait pas eu une carrière plus grande par la suite, mais le film est évidemment un flop, hein, un film sans acteur connu, social, de banlieue en 2000, ça ne pouvait pas être un succès. Alors qu'aujourd'hui, ça exploserait, quoi. Non. Oh si. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter des choses sur le film. Alors moi je l'ai pas vu en entier, donc je vais être très concise. C'est pas mon style de film, vraiment ce genre d'histoire me touche pas vraiment. Je suis vraiment pas du tout sensible à ça, parce que c'est tellement loin de moi, je pense que j'ai du mal à y entrer. Mais du coup je vais être très courte, hein. Et du coup je trouve Denis Lavant très bien. Par contre oui, effectivement, c'est un peu il commence à jouer le genre de rôle dans lequel on le reverra assez souvent par la suite, et surtout récemment, c'est-à-dire le rôle du vieux fou ou du vieux sage, ou les deux, qu'on rencontre un peu par hasard pendant une scène, ou alors qu'on va voir. Plus souvent on va le voir parce qu'on nous parle de lui, et du coup on va le voir, et il révèle des choses sur l'intrigue, et je trouve que ça lui va bien, que c'est plutôt pas mal. Sinon, ouais, les deux acteurs, l'acteur et l'actrice principaux sont assez éblouissants, je trouve. Ils sont magnifiques. Déjà, ils ont un magnétisme incroyable. C'est vraiment dommage qu'on les ait pas plus vus par la suite. Et sinon, je suis de ce que j'ai vu du film, donc j'ai vu à peu près la moitié. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que le film adresse très très bien la misogynie. En fait, c'est assez incroyable, dans le sens que le film est pas misogyne du tout. Le film est très observateur, et en même temps, il sublime un peu cet environnement et ces personnages-là assez normaux, terre à terre, on va dire, et en même temps, il les fait briller, et en même temps, il montre la violence de leur quotidien et tout ça. Et il est très fort dans le fait de montrer des personnages extrêmement misogynes et violents, mais d'un autre côté, il contrebalance ça en montrant des personnages féminins qui, effectivement, sont pas unilatéraux, quoi. Et on a autant le personnage d'une mère qui a été abandonnée, une mère seule, qui est extrêmement... qui a beaucoup de rancune, de violence et de haine envers sa fille, la fille elle-même qui cherche une identité, en fait, qui est en pleine crise d'identité, c'est une ado et tout ça, elle cherche une place dans le monde, en fait, tout simplement, et c'est assez fort. Elle a des copines aussi, enfin juste des copines avec lesquelles elle est pas vraiment rivale et tout. On a une jeune fille qui... Enfin, en fait, il y a plein de personnages féminins ultra différents, même la pauvre fille du début, dans la scène horrible, dont on entend parler un peu comme une ombre menaçante, et on devine en fait son destin, et on devine qu'elle peut jamais gagner, quoi, et que c'est injuste, que c'est horrible, et que toutes les filles et les femmes sont conscientes qu'elles ne peuvent pas
gagner dans un monde comme ça et que tout ce qui leur reste, c'est d'être soudées entre elles en fait. Il y a une scène qui montre assez bien ça, c'est très anodin mais ça m'a un peu touchée. C'est le moment où Désirée est chez Toussaint, donc dans sa famille, et où elle se lie d'amitié très rapidement avec ses deux sœurs qui lui prêtent des vêtements, qui lui disent qu'elle est jolie et tout ça. Et j'ai trouvé ça juste réconfortant de voir ça en fait dans un genre cinématographique qui met assez peu les femmes à l'honneur et qui montre surtout rarement le fait d'avoir des copines, d'être ensemble et d'être heureuses ensemble et de trouver des moments de bonheur entre femmes en fait. Et sinon je trouvais les noms des deux personnages très bien choisis parce que très ironiques, sachant que Désirée n'est pas du tout désirée par sa mère et est complètement rejetée, et Toussaint qui est très très loin d'être un saint et qui est vraiment un personnage très gris, très difficile, qui est vraiment qui commet des choses atroces, qui est manipulateur, voilà. Donc j'ai pas aimé, j'ai pas détesté non plus, parce que je reconnais les qualités du film, mais juste j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans, et pour ça j'en suis bien désolée. Je vais juste rajouter 2 petits points que j'avais oubliés. Déjà, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que le PMU dans lequel on retrouve Denis Lavant est un PMU Stella Artois. Oh oui. Voilà, c'est pas nous pour faire de la pub pour une marque, mais c'est juste que du coup, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, Denis Lavant a fait une pub pour cette marque. Voilà, c'est probablement complètement involontaire, parce que je pense que c'est vraiment l'endroit où ils ont tourné, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et je voulais noter également, dans les grandes qualités du film, sa musique, qui a été dirigée par DJ Abdel, mais sur laquelle on retrouve plusieurs rappeurs de l'époque, et notamment Diams pour le générique de fin, ce qui nous rappelle déjà l'époque bénie où Diams était une des plus grandes rappeuses de France, mais surtout où ça nous rappelle que le film voulait, au-delà de mettre des femmes dans son casting, a choisi donc une rappeuse pour conclure son histoire, donc une vraie intention derrière de lui confier la chanson du générique, et la musique qui est sortie en CD à part est vraiment super cool sur tout le film, et traduit vraiment encore une fois cette ambiance entre le réalisme et le mythique, qui est ce que le rap aussi surtout à cette époque faisait vachement bien cette question-là, donc c'est ultra pertinent. C'est un film qui a plein de richesses, et également je suis pas trop dessus, mais sur sa mise en scène qui m'a vraiment bluffé à plusieurs moments. Donc voilà, si vous avez l'occasion, malgré tout, on vous conseille de regarder La Squale, même si attention à cette première scène qui est vraiment difficile à regarder. On va passer donc au film suivant, donc, qui est un court-métrage qu'on a trouvé, puisqu'il y a plusieurs courts-métrages sur cet épisode qui nous sont restés introuvables, mais celui-ci on a pu le voir. Yay. Donc on est en 2001, c'est un film qui s'appelle Chauffeur, ou Chauffeur en français. Il a le double titre, donc c'est un film turc, premier film de la réalisatrice Güldem Durmaz, donc un court-métrage un petit peu, peu narratif, on va dire, c'est vraiment un peu poétique, un peu de situation, dans lequel on est à Istanbul, et Denis Lavant joue un chauffeur de taxi sans taxi. Oui, il a juste un volant et un rétroviseur. Voilà. Et donc il prend une passagère dans son pas taxi, et donc il marche dans la rue, entre les voitures, avec son volant qui ne commande rien, et sa passagère qui marche derrière lui. Est-ce que tu veux parler de Chauffeur ? Ouais, bien sûr, je veux parler de Chauffeur. C'est le premier film dans cette sélection, et peut-être le seul d'ailleurs, qui m'a vraiment apporté des émotions, on va dire. Parce que le reste des films, en fait, je suis assez détachée, hormis le fait qu'ils me font rire ou qu'ils sont un peu difficiles, quoi. Mais en fait, ce film-là, il a énormément de charme. Il dure que 15 minutes. Bah, vu la forme, c'était dur de faire plus long, hein, effectivement. C'est très drôle, et ça m'a un peu rappelé un film qu'on a vu il y a longtemps dans cette rétrospective, Paris Ficelle, de Laurence Ferreira Barbosa, un peu dans cette idée de déambulation urbaine et de pas trop savoir où aller, et en même temps d'être à deux, et du coup c'est un peu plus réconfortant, voilà. Et j'ai trouvé aussi que ça réussissait dans l'humour un peu burlesque, un peu absurde, là où Tuvalu, qu'on a vu à l'épisode précédent, échouait lamentablement sur l'humour absurde, muet. Et là vraiment on est dans des comiques presque de situations sans avoir de grosses blagues appuyées, mais qui font rire comme ça juste parce que la situation est extrêmement décalée, d'avoir un homme qui est un chauffeur sans taxi, quoi, tout simplement. Et juste ça crée des situations très rigolotes, je trouve. En fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans le film aussi, et que j'ai énormément aimé, c'est le fait de voir Istanbul,
qui est une ville incroyablement cinégénique, c'est dingue. Hein. À chaque fois que je vois Istanbul dans un film, que ce soit un film documentaire ou pas d'ailleurs, c'est vraiment une ville ultra magnétique. On voit, il y a quelque chose dans les bâtiments millénaires, les trucs un peu plus terre à terre, comme les marchés, les boutiques, les gens qui marchent, qui vont au travail ou qui juste restent là dans la rue et tout. C'est vraiment, on est pris dans un tourbillon urbain qui est vraiment très charmant, je trouve. Donc c'est vraiment génial. Après, je me suis un peu demandé quel était le propos ou le message ou je sais pas du film, et j'en ai conclu qu'il n'y a pas forcément grand chose à interpréter, mais je pense qu'il y a quand même l'idée de romantiser l'espace urbain en l'occupant d'une manière très inhabituelle, qui est entre le piéton et la voiture. Même s'il n'y a pas vraiment de voiture, on voit quand même on serpente entre les voitures comme on serpente entre les gens et tout ça. Il y a le côté, dans une grande ville, on peut se perdre, même en ayant une routine, en fait, et en voyant toujours les mêmes gens aux mêmes heures et tout ça, il est toujours possible de se perdre et de se retrouver seul dans un endroit qui est quand même assez inhumain parce qu'il est trop grand pour nous, quoi. Donc ouais, c'est peut-être un peu décousu, mais le film était plein d'émotions, j'ai trouvé, et m'a transmis quelque chose d'assez doux, et ça donne envie d'aller voir Istanbul pour de vrai, parce que c'est tellement beau comme ville et tellement incroyable, quoi. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, moi aussi j'ai beaucoup aimé le film. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que la passagère du taxi est jouée par la réalisatrice elle-même, Oui. Gulden Durmaz, qu'on va retrouver, donc c'est toujours cette fidélité de Denis Lavant, de venir sur des premiers films, et si carrière il y a par la suite, et heureusement cette fois-ci il y a eu carrière par la suite, puisqu'elle est toujours en activité aujourd'hui, donc de maintenir une collaboration. Donc elle a refait tourner Denis Lavant plusieurs fois, on va le retrouver dans les prochains épisodes. Donc moi j'ai aussi beaucoup aimé le film pour les mêmes raisons que toi. Je suis d'accord sur cette question sur la comparaison que tu fais avec Tuvalu, je la trouve très juste, parce que là c'est vraiment l'idée de on a juste un truc et on va le tirer, et ça c'est de la poésie. C'est pas d'enchaîner des trucs absurdes et des sons insupportables, c'est vraiment un film qui est doux, tu l'as dit, et qui est juste une idée, qui nous fait 2 trajets aller-retour, et puis voilà, et qui va nous parler simplement de l'amitié et de l'attente. Oui, et puis il y a des variations autour de l'idée, mais c'est toujours le même cœur du chauffeur sans chauffeur, quoi. Tout à fait. Et donc juste explorer cette idée-là de déambulation. Par contre, je trouve que quand même il y a un propos, je suis un peu moins d'accord avec toi, je pense qu'il y a un propos sur le travail, sur le rythme de travail, le rythme de vie, le capitalisme, parce que le personnage donc, de la réalisatrice, donc le trajet qu'elle fait, c'est qu'elle descend du bateau le matin, elle va à un lieu de travail, puis après elle sort du travail et elle retourne au bateau. Donc on parle en fait pas d'un trajet anodin, c'est une déambulation, mais au départ c'est un trajet qui est complètement fermé, c'est celui d'aller au travail, de se retrouver dans les bouchons d'Istanbul, on le voit, il y a quand même une grosse circulation. Et ce qui est quand même très fort et pas anodin, c'est que la réalisatrice choisit de faire une ellipse sur le temps du travail, mais une ellipse qui est très particulière, parce qu'elle dit tout sans rien dire. C'est-à-dire que c'est un long plan noir, avec les bruits du travail, mais des bruits pas très agréables, très imaginaires en fait, parce qu'elle n'a pas l'air de travailler à l'usine, donc on n'est pas sur les bruits du chantier, enfin les bruits de l'usine de la machine, mais on est sur des bruits de fracas, de quelque chose du mouvement, et c'est quand même assez long pour être dérangeant, pour ne pas être une ellipse qui est, justement le principe de l'ellipse, c'est de facilité, c'est une ellipse qui n'est pas facilitante. Et donc pour laquelle on retrouve le plaisir de la déambulation, on retrouve le plaisir de retrouver Denis Lavant par la suite, parce que le travail n'est pas le plaisir. Et donc il y a toute cette scène très intéressante où, après, quand elle ressort avec ses collègues, elle ne prend pas le taxi de Denis Lavant, elle prend un vrai taxi, parce qu'elle est avec ses collègues, parce qu'il y a le regard du monde du travail. Et donc c'est un film qui nous parle d'une espèce d'amitié salvatrice, de comment on détourne les codes, comment on vit différemment, et comment la société capitaliste, la société moderne, refuse cette espèce de poésie-là. Et donc c'est quel choix on fait entre Denis Lavant, qui incarne, là, pour le coup, encore une fois, qui joue le simplet, il joue vraiment l'homme limité, mais beau dans ses limites. Et donc est-ce qu'on fait le choix de voir le monde avec les lunettes de Denis Lavant, ou est-ce qu'on fait donc les lunettes de la poésie, du théâtre, de l'art, ou est-ce qu'on fait le choix de porter les lunettes de son collègue comptable et donc voilà, le film est là-dessus.
Et pour moi, c'est ça le propos derrière sa poésie. Alors, je suis peut-être allée un peu vite sur le pas de message, parce que j'ai noté en un peu plus concis exactement la même chose que toi. C'est juste, je me suis dit, je vais passer par-dessus, mais j'aurais pas dû, finalement. Ah, c'est un podcast de gauche, hein, tu vois. Oui, c'est ça, parce que finalement, on est totalement d'accord. Moi, j'ai noté un film sur la routine, la mort de la fantaisie dans une société moderne. Mais c'est exactement ça, en fait. Et on pourrait rajouter les mots capitalisme, hein, bien sûr, et comptable. Mais oui, parce que Denis Lavant a beau lui faire emprunter un trajet qui est très fixe, en fait, bateau, boulot, bateau, il reste quand même une parenthèse de fantaisie dans un monde où tout le monde se déplace pour aller au travail, y compris elle qui a pas l'air très joyeuse durant l'intégralité du film, et qui continue pourtant à emprunter ce chemin absurde avec lui, même si c'est pas pratique, parce qu'on doit marcher entre les voitures. Au début du film, elle a même un talon qui se casse, et du coup c'est pas très confortable pour marcher, mais elle continue à faire ça, et on se retrouve en fait dans la même position qu'elle, et peut-être que ça pourra parler à beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on choisit en fait? On est tiraillé entre la fantaisie, l'amitié, la passion, peut-être des trucs un peu absurdes qui rapportent rien, ou le travail, parce qu'il faut travailler quand même, sinon on fait comment si on travaille pas? Et je crois qu'à la fin, elle choisit en fait, et bon, si vous voyez le film, vous verrez la fin, mais à la fin, elle choisit, je pense. Et c'est pour ça que je trouve la fin assez réconfortante, malgré la solitude un peu qui l'entoure, c'est que à la fin, dans une grande ville comme ça où on est forcé d'aller travailler, et si on se posait 2 minutes quoi, parce que la ville permet ça aussi, et c'est ça que je trouve beau. Ouais, je suis entièrement d'accord. Juste rajouter que le générique de fin est très très beau. Oui. Avec tout un jeu autour des panneaux de signalisation qui est vraiment qui est vraiment beau quoi. Ouais, c'est très agréable à voir pour conclure le film. On va partir sur une toute autre ambiance. Donc on est toujours en 2001, période, voilà, Denis Lavant fait beaucoup de films, mais en même temps c'est pas des très gros rôles, donc c'est quand même, ça ne doit pas lui prendre énormément de temps. On est sur un film très particulier que je craignais de ne pas trouver, que j'ai trouvé. Malheureusement tu l'as trouvé. Voilà, film qui a laissé très peu de traces, c'est difficile d'avoir des informations dessus. Il s'appelle Married Unmarried, il est signé de Noli, N-O-L-I. Une personne non identifiée, on ne sait pas vraiment qui c'est. On sait juste que c'est l'adaptation d'une pièce écrite et mise en scène par la même personne, avec apparemment les mêmes acteurs. Mais donc on est sur un film anglais qui n'est a priori jamais sorti en France, qui n'a pas eu une grande carrière en Angleterre. Un film très, très confidentiel, vraiment un film, une espèce de projet d'auteur très théâtre expérimental. Et à noter qu'on trouve sur internet les traces d'un second film signé Noli avec Denis Lavant et Béatrice Dalle, mais avec très très peu de traces, donc qui me laisse penser qu'il y a eu un projet un jour de ce film et que il n'a jamais vu le jour, parce que la seule information qui existe c'est un titre, le ou la cinéaste, et 2 comédiens, on n'a rien de plus, aucune équipe technique, pas d'année, etc. Donc je pense que c'est un fugace projet de film qui n'a jamais vu le jour, et heureusement. I saw an ex-girlfriend tonight. On TV. What was she doing on TV? Eating yogurt. In a commercial. Who is she? You don't know her. I know you. And if I know you, I know her. Who is she? Nobody, a one-night stand, two-top. Shouldn't even call her a girlfriend. What should you call her? Tu as beaucoup plus donné que moi pour ce film puisque tu es allé au bout. Oui. Ce que je n'ai pas fait, je me suis contenté de zapper un peu sur la fin. Est-ce que tu veux nous faire un retour de cette expérience ? Eh bien oui, avec plaisir. Déjà, il me semble qu'on n'a pas résumé le film, mais c'est très rapide, hein. En fait, c'est vraiment les préoccupations amoureuses et sexuelles de 2 couples amis, donc un formé par Amanda et Paul, et l'autre formé par Kim et Danny. Voilà, tout simplement, il se passe pas grand-chose, donc je peux pas vraiment le résumer plus. Il me semble que... Donc à la base, c'est une pièce de théâtre, c'est ça, écrite par Noli, lui ou elle-même, et donc adaptée en film avec les mêmes comédiens, il me semble que c'est ça. Je dirais lui-même quand même.
Lui-même, oui, vu le film, Vu c'est le film. peut-être lui-même. Je partirais sur un homme. Moi Voilà, aussi. au doigt mouillé, mais... Au doigt mouillé, ouais, mais c'est... Effectivement, parce que le film... comment dire ? Au début de mes notes, j'ai noté porno expérimental. Parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe assez particulières. Mais en même temps, il y a beaucoup de dialogue aussi. Donc, parce que c'est adapté d'une pièce de théâtre. Bon, quand j'en suis sortie, j'ai un peu marmonné pour moi-même que c'était encore une connerie postmoderne. C'est peut-être un peu dur. Mais en fait, c'est vraiment un ensemble de réflexions que je trouve très vides et très pointless. Désolée d'utiliser un mot anglais, mais sans sens. aucun sens, aucun objectif. Et donc des réflexions sur le couple, les relations entre femmes et hommes, le sexe, l'infidélité. Enfin, tout ça, c'est un peu un gloubi-boulga qui se mélange dans le film avec des discussions parfois... entre un homme entre un couple, parfois entre les deux femmes, parfois entre les deux hommes, beaucoup entre les deux hommes, ce qui nous fait peut-être dire que c'est réalisé par un homme, etc. Donc, et ça va nulle part en fait. Je me suis dit, sans la réalisation bizarre et le sexe tout aussi bizarre, ça pourrait être un drame français un peu sulfureux, complètement bateau en fait, avec des couples qui se trompent, qui se jurent fidélité, qui se maltraitent et tout ça. Et au-delà de ça, ça raconte rien, quoi, je trouve. J'en ai tiré, peut-être que je suis réfractaire, hein, mais j'en ai tiré aucun enseignement, aucune réflexion. Je suis sortie de là en me disant, putain, enfin c'est fini, quoi. Parce que qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elle ait du mal à quitter son mari toxique, qu'est-ce que j'en ai à faire de la jalousie maladive d'une femme qui en fait trompe son compagnon, mais qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que tu veux nous dire en fait ? Au-delà des effets de style un peu bateau, du genre les personnages ont des codes couleurs quoi. Il y a un couple qui est en bleu et un autre qui est en rouge / rose un peu marron. Oh là là, mais incroyable quoi, des codes couleurs, génial. Enfin c'est vraiment il y a rien quoi. Je suis même pas capable d'en tirer un quelconque sens en fait. Enfin voilà, c'est juste à un moment, on a l'impression qu'il y a des révélations un peu choc, mais en fait non, je sais pas, oh my god, la femme hyper jalouse, en fait elle trompe son mari avec le méchant sadique qui maltraite sa femme. Oh là là, mais pourquoi ? Enfin c'est... Je me demande comment j'ai tenu jusqu'au bout, honnêtement. Peut-être une curiosité de voir où est-ce que ça allait, ou même si ça allait quelque part, et j'ai été déçue. Parce que ça ne va nulle part. À la fin, tous les couples se séparent de toute façon. Donc, ok, c'est super. Allez faire vos vies ailleurs, soyez plus heureux. Parce que visiblement, tout le monde était très malheureux dans ce film, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Et Denis Lavant, oui, c'est vrai, on est là pour parler de lui. Il apparaît 2 fois dans le film. 2 fois. Il a aucune ligne de dialogue. Donc j'ai regardé tout ça pour... Bon, si, quand même, il faut regarder les films, mais voilà. Sa première apparition, elle est très comique. Il joue encore un SDF un peu foufou, j'ai l'impression. Il apparaît depuis un coin de mur, genre d'un coup, il pop comme ça. Et on se dit, oh, Denis Lavant. Et on voit l'une des femmes, celle qui est malheureuse et qui est avec un méchant sadique vilain qui a des kinks bizarres. Et elle le regarde et elle semble un peu fantasmer une vie d'amour un peu plus heureuse et tout ça. Et on le revoit à la fin. Et en fait, elle est avec lui, et ils courent ensemble dans la rue, et il fait voler des dragons en papier, c'est trop mignon, regardez comme cet amour-là, il est plus, il est mieux que celui avec le méchant sadique au kink bizarre. C'est ça le vrai amour, en fait. Et il a un chapeau moche. Il a un chapeau moche, c'est ça, il a une chapka. C'est important à dire. Oui, c'est un bonnet, quoi, mais c'est un chapeau moche, effectivement. Et on ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Il a une moustache moche et un chapeau moche. C'est juste, il a une tête de SDF fou, encore une fois. Hein, donc. Ouais, mais il n'y a pas un côté cool comme dans le clip Rabbit in the Headlight. Oui. Ce genre de truc. C'est vraiment juste. En fait, ils auraient pu prendre n'importe qui là pour le coup. Oui, c'est ça. Pourquoi prendre un. Parce que du coup, c'est un film anglais et c'est là que t'as vraiment du mérite. On a regardé sans sous-titres. Oui. Pourquoi faire traverser la Manche à Denis Lavant pour jouer 2 mini-trucs Après, il me semble que c'est tourné en France, parce que j'ai vu des enseignes en français, mais je suis pas sûre. Ah ouais, Ouais, okay. Il me semble, mais après... Autant dans La Squale, il incarnait quelque chose, autant oui. Là, on peut se demander pourquoi le special appearance mais oui, de Denis Lavant. Ouais, c'est vrai que c'est très étrange. Ils auraient pu prendre un vieil acteur anglais lambda, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là, en fait ? Pourquoi ça se retrouve dans cette rétrospective ?
Je ne sais pas. Pour nous faire du mal. Oui, sans doute. Et du coup, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'il est crédité comme toujours un personnage qui s'appelle Love. Et en fait, la femme, donc Kim, qui est très malheureuse avec le méchant sadique vilain au kink bizarre, elle dit à la fin... il faut que... Elle dit donc à un autre ami, il faut que tu me dises de quitter le vilain, là, parce que j'ai pas la force de le faire toute seule. Déjà, c'est super hein, comme message. Tu as besoin de demander l'autorisation à un homme pour quitter ton mari. Enfin, je comprends qu'on soit dans une relation toxique et qu'on s'en rende pas forcément compte, mais là, pourquoi tu vas pas voir ton amie, la femme, plutôt? Enfin, je sais pas, bref. Et du coup, elle dit, oui, j'ai rencontré quelqu'un... tout ça, on est très heureux et du coup je veux quitter l'autre pour aller avec lui. Et après, son ami lui demande mais qu'est-ce que tu veux, Kim? Et elle répond en anglais I want love. Et du coup, il lui répond Go find love. Et du coup, après, on le voit avec lui et en fait, c'est lui Love de Neil Avant. Tu vois? Je sais pas si c'est clair, mais c'est très... Enfin, ça résume en fait la non-réflexion qu'il y a derrière ce film. C'est à base de jeux de mots pourris comme ça, quoi. Du coup, moi j'ai tenu vraiment qu'une demi-heure vraiment de film avant de zapper sur la fin parce que vraiment je n'en pouvais plus. Il a fallu moins d'une minute pour que je rigole. Vraiment, le film s'ouvre par les personnages en gros plan qui disent des phrases un peu sans sens et il y en a une qui dit cock, he said, bite, il a dit. Voilà. Et le film s'ouvre là-dessus. Love, he said. Love is the living version of death. Sex, she said. Sex over love always creates emptiness. Cock, he said. Cock is the anger of man. Et donc, voilà, pourquoi pas. Quand j'ai vu donc le générique après ça et que je voyais pas le nom de Neil Avant arriver, je commençais à avoir peur. J'étais là, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je regarderais ça? Puis, c'était écrit Special Appearance, donc j'ai eu tous mes espoirs qui sont tombés. J'aimais bien la musique du générique, pour trouver un point positif de début. Et je veux bien leur immense baignoire dans laquelle Mitty vivent, c'est assez monstrueux. Par contre, il y a plein de masques autour, c'est trop bizarre. Ouais, et puis des bougies allumées partout. Mais par contre, le film s'ouvre sur une engueulade parce que l'ex d'un des deux mecs joue dans une pub à la télé pour je sais plus quoi. Et donc du coup la meuf est jalouse parce que elle est jalouse de l'actrice de la pub. Et donc elle veut qu'il bazarde la télé parce qu'elle a l'impression que l'actrice la regarde à travers la télé. Enfin c'est un peu n'importe quoi. Et vraiment... leur engueulade est complètement chiante, quoi. C'est-à-dire que ça va nulle part, ils s'embrouillent sur des détails, mais des détails absolument terribles. C'est-à-dire, est-ce que tu loves ou est-ce que tu cares, tu aimes ou est-ce que tu prends soin ou est-ce que tu as de l'envie de voir que la personne aille bien. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, ça dure des plombes, avec un montage complètement cliché. Et puis oui, tu as des phrases qui n'ont aucun intérêt, quoi. La jalousie est un compliment et l'autre lui répond non, pas selon moi. Enfin voilà, c'est infini et j'ai noté c'est à la fois réaliste et irréaliste. C'est-à-dire que c'est à la fois très chiant parce que c'est des gens dans un appart qui s'engueulent et à la fois complètement irréaliste parce que ils s'engueulent comme sur une scène de théâtre à pointer des débats linguistiques inutiles. En fait j'ai l'impression que c'était le pire des deux mondes. C'est-à-dire que quelque part ça aurait pu me séduire ce côté... un peu expérimental de débat de couple, en tant que grand fan de Desplechin. Moi, je veux bien qu'on mette de l'expérimental sur... qu'on vienne travailler cette question du quotidien, du couple, de l'engueulade. Voilà, j'aime Romer, j'aime Desplechin, je peux trouver que c'est intéressant. Mais là, en fait, c'est à la fois réaliste dans l'ambiance et complètement irréaliste dans le débat. J'aurais préféré l'inverse. Chez Romer et Desplechin, il y a quelque chose du spectaculaire dans les relations lambda, tu vois. Chez Romer moins, mais Desplechin, oui. Chez Desplechin, c'est vraiment poussé à l'extrême. Genre, on déteste, on a de la haine pour un membre de la famille, sans raison, tu vois. Et là, c'est très plat, quoi. C'est la différence entre le théâtre russe de la fin du 19e et le théâtre expérimental anglais, autoriste pour des petites salles. C'est ça. Voilà. Et puis, il y a plein de plans arty qui n'ont rien à faire là, qui pourraient être sympas en dehors du reste, mais qui est juste pourquoi. Il n'y a aucune cohérence générale.
Il y a des moments avec des coupes dolaniennes en mode face caméra, je parle de trucs, ça va dans tous les sens, tout est absolument horrible, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des personnages qui vont sortir des phrases complètement affreuses, Oui. mais l'air de rien. Ouais, c'est horrible. Genre d'un ça. coup, l'une des deux filles dit au milieu des autres devant son pote qu'elle fantasme sur le fait que le mec de sa meilleure amie lui fasse un deep throat. Je vais pas traduire. C'est un terme cinématographique, tout va bien. Ouais. Il y a du racisme Et, aussi. bah ouais. À un moment, il y a un personnage qui est pire que les autres, je trouve, quand même. Ah oui, ouais, un personnage horrible. Danny, il est horrible. Hein. Tu l'as dit, t'as été gentil, t'as dit sadique avec un kink chelou, mais c'est affreux, c'est une scène de confrontation au repas, où déjà pendant tout le début, il joue au connard, il dit qu'il veut pas aller voir sa famille, qu'il lui doit rien, il dit I'm not a couple, I'm me. Je ne suis pas un couple, je suis moi. C'est hyper profond, voilà. ça. C'est vraiment, donc il est juste affreux, puis après, elle veut pas manger parce qu'il est horrible, donc il lui écrase sa cigarette dans sa bouffe, l'oblige à manger, puis ensuite il lui impose son kink, dont on voit qu'elle est quand même très peu consentante, qui est d'agir comme une candidate à Miss Univers, Ouais. en disant qu'elle aime les animaux et la paix dans le monde, pendant que lui la violente jusqu'à ce qu'elle pleure. C'est absolument insupportable. C'est un rituel d'humiliation totale. Et à un moment, c'est ce personnage, il est horrible, quoi. Parce que, et à un moment, il admet qu'il déteste les femmes, en fait. Que quand il bon, je vais être vulgaire, mais une fois qu'il les a baisées, il ressent plus rien que de la haine pour elles et tout ça. Et c'est pour ça qu'il est violent sexuellement avec elles. Enfin, c'est très bateau comme psychologie, en plus d'être horrible, tu vois. Et du coup, à un moment, il roule une pelle à son pote sans aucune raison, juste parce que, je sais pas, juste parce qu'il déteste les femmes, et du coup, il l'embrasse. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de suite à ça. J'ai pas trop compris, quoi. Donc, en fait, tout est atroce, quoi. Et on a l'impression que le film nous dit rien, déjà, mais il nous dit en plus que les gens, ils sont atroces, et en plus, ils sont faux les uns avec les autres. Parce que la meuf qui se fait violenter, la pauvre, là, elle, dans une scène un peu avant, elle dit à sa copine que « Ah oui, non, mais moi, je suis heureuse avec Danny, mais je m'en vais quand je veux. De toute façon, j'ai hâte de passer au prochain. » Et on voit que, en fait, elle peut pas le quitter parce que... relation toxique, quoi, tu vois. Enfin, ça raconte rien de très bien sur les relations humaines, et à la limite, pourquoi pas, hein. On en a vu des personnages tourmentés et horribles dans plein d'autres films, à la Romer ou Desplechin, comme tu dis, mais là, ça atteint un niveau... Je dis pas que le film devrait raconter des choses positives sur les relations et tout ça, mais là, il raconte des choses affreuses, et en plus, ça va nulle part, quoi. Donc, ça sert à rien, tout ça, quoi. Voilà, donc vous l'avez compris, un film qui nous a pas du tout fait plaisir, pour lequel on n'a pas réussi à trouver de choses positives à en sortir. Aucune. C'est même pas l'élection de l'accident, c'est pourquoi faire un film? C'est vraiment un objet qui ne parle qu'à 2-3 admirateurs de théâtre contemporain, expérimental. Voilà, londonien, donc c'est pas étonnant que le film ne soit jamais sorti de l'Angleterre, probablement jamais sorti de Londres en fait. Et j'aurais peut-être préféré ne pas le trouver. Et bon, on se demandera longtemps ce que Denis Lavant est parti faire là-bas. En 2001 toujours, Denis Lavant joue dans un court-métrage qu'on n'a pas trouvé, donc qui s'intitule L'affaire Libinski, co-réalisé par Delphine Jacquet et Philippe Lacôte. Donc c'est un court-métrage en noir et blanc constitué d'images fixes de 13 minutes, de ce que j'ai pu trouver comme information sur internet. Et je vous donne rapidement le résumé, comme ça on sait que c'est cette petite étape dans la carrière de Denis Lavant. Donc dans la comté de Ratapualoposi, une petite fille est assassinée. Après des semaines d'enquête infructueuses, la tension monte et les autorités politiques demandent à la police de trouver un coupable. Immigré, chômeur, Anatoly Libinski a tout pour faire un bouc émissaire. Denis Lavant jouant donc Anatoly Libinski en image fixe. Donc, j'aurais été très curieux de voir ce à quoi ça ressemble. Si vous avez moyen de voir le film et de nous le montrer, ce serait avec plaisir, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, parce que c'est très intriguant. Le film, je précise, a été produit par le groupe de recherche et d'essais cinématographiques, donc on est vraiment sur un projet particulier, intellectuel, on va dire, hors des productions courantes, auxquelles participe Denis Lavant. Donc on retrouve toujours son goût pour les projets originaux. En 2001 toujours, il apparaît sur un album, il me semble que c'est la première fois. Oui. Donc c'est un album hommage à Brassens, et sur la fin de l'album, il lit
une lettre de Brassens à Toussenot. Donc Toussenot qui était un philosophe libertaire lyonnais, qui est mort sans succès malheureusement, mais qui était un proche de Georges Brassens. Et donc il y a un grand nombre de lettres qui existent entre les deux qui ont été publiées. Il y en a une qui est lue par Denis Lavant. C'est une très belle lettre. Voilà, c'est une très belle lettre, elle est très bien lue, évidemment, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Alors pas à part, c'est dans la chanson de Damien XVI. Désolé. Voilà. Mais vous pouvez passer la chanson, les 6 premières minutes, et après vous arrivez à la lettre lue par Denis Lavant, parce que sur YouTube c'est fusionné en une seule piste, alors que sur l'album c'est des pistes techniquement séparées. Voilà, est-ce que t'as quelque chose à dire ? Non, mais j'aurais quelque chose à dire sur l'un des films qu'on va traiter après, un peu en lien avec ça, donc je le laisse pour plus tard. Très bien, donc on note que c'est là. En 2002, il y a un film donc de Vincent Ravalec, qu'on avait déjà croisé pour son premier long-métrage Quantique de la Racaille. Donc c'est La merveilleuse Odyssée de l'Idiot Toboggan, qui est en fait un long-métrage sorti en salle, mais constitué de plusieurs courts-métrages de Vincent Ravalec, dans lequel Denis Lavant apparaît apparemment dans un court-métrage. Pour l'instant, on n'a pas vu le film, mais sans trop en dévoiler, on est en contact avec le réalisateur Vincent Ravalec, qu'on remercie chaleureusement, et donc on va normalement pouvoir découvrir le film, et on en parlera plus tard dans un épisode rattrapage. Ça nous permettra peut-être également d'avoir 2 informations sur les films suivants de Vincent Ravalec, puisqu'il va revenir plusieurs fois dans notre podcast. Donc on n'en parle pas plus, puisqu'on risque d'y revenir, et on continue encore avec les films qu'on n'a pas trouvés. En 2002, un autre film qui a l'air très intéressant, qui s'appelle Sous-commandant Père Noël, réalisé par Christophe Vindis. Donc c'est un film où un comédien au chômage se retrouve à jouer le rôle du Père Noël pour Noël, et se retrouve à aller au domicile de quelqu'un en Père Noël, et rien ne va se passer comme prévu. C'est un film, donc ce que j'ai trouvé donc on n'a pas trouvé le film, j'ai trouvé quelques informations, d'un cinéaste toulousain de documentaire, dont c'est le premier film de fiction. Et en fait, apparemment, au départ, le rôle devait être incarné par un proche du réalisateur, non comédien, et plus le projet a avancé avec une production, avec quand même un petit budget, plus la pression a été intense pour ce non comédien de se retrouver avec ce rôle-là, et donc plus le réalisateur s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire ce cadeau empoisonné à son ami, et apparemment le chef opérateur du court-métrage, mais dont je n'ai pas réussi à retrouver le nom, avait travaillé avec Denis Lavant sur un précédent film, et c'est lui qui, du coup, a proposé Denis Lavant sur le film. Donc voilà, au moins on a pour une fois l'information de comment Denis Lavant se retrouve sur un projet. Ça change de la plupart du temps. Oui. Et on arrive enfin sur un long métrage qu'on a pu voir. On remercie d'ailleurs le camarade Alexandre qui nous a fourni le film. Merci. On vous invite à aller écouter son podcast en intervalle. Voilà, on lui fait une petite pub. Donc on est en 2004, le film s'appelle Luminal, réalisé par Andrea Vecchiato, cinéaste italien n'ayant rien réalisé d'autre. C'est l'unique film pour lequel il y a très peu d'informations. C'est adapté d'un roman d'Isabella Santacroce, Croce, autrice italienne à la fin des années 90, avec une petite fame à cette époque-là, début 2000. Le film est diffusé à Cannes, ne connaît pas vraiment d'exploitation, on a eu du mal à le trouver, c'est pour ça heureusement que le camarade Alexandre nous a aidés. C'est un film qui est très difficile de voir, pour lequel il y a très peu d'informations, à tel point qu'on ne sait même pas quelle est la langue originale du film, vu que c'est pas clair en fonction des sites. Nous, on a une version italienne, mais vu que c'est pas... Enfin, c'est pas clair, parce que c'est pas la vraie voix de Denis Lavant, évidemment. C'est la langue d'aucun des comédiens. Oui, c'est ça. Mais il semblerait, j'ai trouvé plusieurs informations, comme quoi la langue originale du film est l'italien. Ce serait logique vu que le réalisateur est italien, mais bon. Et il existe aussi une version doublée en anglais. Sachant que j'imagine que chaque comédien peut jouer dans sa propre langue sur le plateau. Donc Luminal, qu'est-ce que c'est ? C'est un film de science-fiction qui se passe dans un futur proche, dans un espèce de Paris à la fois un peu futuriste et à la fois un peu abandonné. Et donc dans ce Paris futuriste, on suit 2 personnages de 2 prostituées, Damon et Davy. Damon joué par Jamila Muchin et Davy par Maria Papas, 2 comédiennes qu'on ne connaît pas, et qui ont des problèmes avec leur Mac, joué par Denis Lavant, et qui vont donc s'échapper, essayer de fuir la pression de Denis Lavant. Peut-être que je vais commencer sur ce film, parce que là pour le coup, contrairement à Marie de Marit, c'est moi qui
qui est tenu plus, je Oui. suis allé au bout, parce que, encore une fois, comme pour Married and Married, et même sûrement encore plus, c'est une énorme foire à la saucisse. C'est clair. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Moi, le premier truc qui me choque, au-delà du fait que ce soit très laid, c'est cet univers de science-fiction qui n'a aucun sens et qui n'apporte rien. C'est-à-dire que, fondamentalement, c'est un film sur 2 prostituées qui fuient leur Mac, mais il y a une couche de SF, mais qui est absurde. Elles ont des espèces d'oreillettes bleues dans leurs oreilles sans aucune raison. Tout se passe dans des espèces de clubs un peu futuristes, bizarres, mais un peu glauque, futuriste, néon bleu. Tout le monde lèche des grenouilles pour prendre de la drogue. Il y a des chats robots. Il y a des espèces d'interfaces dans des chambres minimalistes blanches, des espèces d'interfaces robotiques. Qu'est-ce que je note? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Ouais, ils parlent dans leur chambre avec une espèce de voix intelligence artificielle robotique moche. Tout est quand même assez surréaliste dans ce côté science-fictionnel qui n'est pas clair. On s'offre des chauves-souris. Enfin, il y a des pubs de sextoys dans les chambres, en français d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. Pub de sextoys en français. Dans ta propre chambre, tu vois des pubs. Enfin, tout est complètement bizarre. Et en dehors de ça, il y a plein de scènes en extérieur qui, elles, cassent complètement la suspension du côté SF, puisque quand on a de la SF avec pas de moyens, ça, on garde des espaces intérieurs. Et là, on a des longs travelling sur le métro parisien de la ligne 18. Donc, c'est quand même... le métro suspendu de Paris, la nuit, quand c'est vide, et qu'il y a juste 2-3 personnes qui traînent pour vendre du crack, n'est pas vraiment l'endroit le plus futuriste qui soit. Et dans les trucs que je n'aurais jamais pensé voir dans un film de SF, des personnages rentraient dans un Virgin Megastore. Il y a une scène dans un Virgin Megastore, et on voit le logo du magasin, on voit les DVD et les CD de l'époque. Après, c'était le gros truc à l'époque. Virgin Megastore, on n'imaginait pas que ça allait s'effondrer un jour, donc ce serait logique d'imaginer que ça continue encore et encore dans le futur. Mais c'est pas futuriste. Non, bien sûr que non. Si tu filmes pas le futur dans un Virgin Megastore, au moment où l'action se passe, Virgin Megastore n'a pas encore coulé, mais vu que c'est un futur proche. Mais il n'empêche que c'est absurde d'avoir d'un côté un truc science-fictionnel avec des lumières bleues, des interfaces, et de l'autre, les personnages qui ont dans un Virgin Megastore. Ouais. Et l'autre truc qui est complètement absurde à ce moment-là, il y a, du coup, quand on filme les abords du métro, on se retrouve face à des affiches, voilà. Et donc, il y a une affiche qui annonce l'opéra Céleste Verdi. En gros, il y avait une espèce de mise en scène du Requiem de Verdi dans un gros truc au Stade de France, avec les logos de France 2 en partenaire. Concert qui a eu lieu le 22 juin 2002. C'est pareil, Verdi au Stade de France, c'est pas ce que je vois dans un film de SF. Donc, Puis surtout, le film sort en 2004. Donc, 2002, c'est pas le futur, quoi. Ah oui, le film a mis longtemps, visiblement, à se faire. Ah, d'accord. Mais ça nous donne une indication d'après quand est-ce qu'il est tourné. Ah bah oui. Mais voilà, je suis beaucoup resté sur ce côté d'univers, parce que c'est le premier truc qui fait que personne ne peut accrocher à ce film. Au-delà de ça, c'est évidemment très moche, très mal écrit, ça ne va dans tous les sens, c'est assez insupportable à regarder, la musique est atroce, l'image est atroce, le montage est atroce, c'est d'une vulgarité absolue, c'est absolument... Enfin, l'autrice du livre est connue pour faire partie d'une espèce de mouvance d'écrivains, de ce que j'ai vu, un peu provoque, sexualité, tout ça, très mis en avant. Et au final, le film pourrait vraiment exister 20 ou 30 ans aurait pu être fait 20 ou 30 ans dans le passé et ne choquer personne. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de réellement subversif, c'est juste on prend de la drogue, on tape des prostituées. Le personnage de Denis Lavant est exécrable au possible, enfin, c'est vraiment le pire. Il viole ses prostituées, il les frappe, enfin c'est vraiment juste glauque, et ça n'apporte absolument rien. Et en fait, il n'y a aucune charge subversive, c'est vraiment juste un truc mal foutu, de vulgarité, de meufs à poil tout le temps, et puis de trucs qui sont... Voilà, moi quand j'ai jamais lu les livres de l'autrice, mais de ce que j'ai vu sur internet sur elle, au départ je me suis dit, bon, c'est plus ou moins une Virginie Despentes italienne. Alors je sais pas si le film rend pas hommage à son travail ou si son travail est au même niveau, mais clairement il y a une différence entre le côté subversif d'un baise-moi de Despentes
et Caroline Trin pour le film. Et ce film-là, où, quand elle tabasse leur mec, elle lui pisse dessus, c'est quand même... C'est très bas de plafond. Ça, c'est-à-dire que voir Denis Lavant se faire pisser dessus n'est pas une charge subversive. Et à la fin, quand elle le tue, il y a un rewind de VHS, c'est très futuriste. On revient du coup en arrière, on se dit, du coup il est pas mort, et en fait 10 minutes plus tard, on revoit la même scène où là il est vraiment mort, et il nous tire la pire tronche de cake de gens qui meurent. Osez vous plaindre de Marion Cotillard, qu'on va retrouver bientôt après ça, parce que sérieusement, c'est quand même ridicule. Vraiment, faut voir, ne regardez pas le film, mais faut voir la tête de Denis Lavant quand il meurt, les yeux exorbités, une tête de con, c'est absolument génial. Je n'ai rien d'autre à dire de plus, à part que c'est une énorme foire à la saucisse. C'est encore une fois pas un film raté, juste un film qui n'a absolument aucun sens, et c'est tout à fait cohérent qu'il ait disparu de toutes les mémoires, quasiment introuvables, que le réalisateur, on n'a aucune information sur lui, parce que c'était... c'est dur de dire qu'un film ne doit pas être fait, mais là c'est ni fait ni à faire. Et pourquoi Denis Lavant est allé se retrouver dans ce bordel? Encore une fois, il a oublié qu'il avait déjà fait du cinéma de genre au début des années 2000, puisque absent totalement de ses mémoires. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter des choses. Oh, très vite fait. En fait, ce film, je l'ai enchaîné avec Married Unmarried, donc comment vous dire que j'étais déjà pas mal à saturation. Donc j'ai regardé 10 minutes, puis après j'ai un peu zappé dedans. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur la science-fiction du film, et ça me touche d'autant plus, je pense, que j'aime énormément la science-fiction, surtout quand elle est bien faite, quand elle est bien faite, en fait. Et là, j'ai l'impression que la SF, néon, oreillette, c'est un peu une vision très caricaturale de ce que serait la SF par quelqu'un qui n'y connaît rien et qui voit ça un peu de loin, en mode c'est juste une esthétique. Sauf que le truc avec la science-fiction, c'est qu'elle est censée raconter quelque chose, que dans la structure de l'univers d'un monde de science-fiction futuriste et tout, il y a quelque chose qui se raconte sur la société actuelle ou sur ce qu'elle peut devenir et tout ça. Et c'est l'essence de la SF, c'est la réflexion sur le monde. Et là, je vois aucune réflexion, je vois juste les néons bleus qui étaient vaguement à la mode dans les années 2000, tu vois. Et pareil pour l'espèce d'interface plasma dans la chambre, c'est vraiment, on fait de la SF, bon, on met un écran plasma, là, c'est bon, ça va le faire. Donc je trouve ça vraiment extrêmement dommage. Et en fait, pour moi, ça, c'est typique de personnes qui veulent seulement faire de l'image, mais une image qui est vide de sens, en fait, qui a une apparence de sens, parce qu'il y a des dialogues qui sont chuchotés, des grandes phrases et tout ça, mais qui n'en a pas. Il n'y a pas de profondeur, et ça camoufle, en fait, cette apparence de sens camoufle la vacuité d'une esthétique très datée, déjà, et d'un érotisme qui est très mal assumé, en fait. Là où, pour prendre un exemple plus récent, Audrey Diwan, quand elle fait Emmanuel, assume de faire de l'érotisme et de l'esthétiser et tout ça. Et là, c'est très mal assumé, c'est non assumé, et c'est pour ça que le film est aussi vulgaire et inintéressant pour moi, en fait. C'est que... Voilà, si tu veux faire un film érotique avec des scènes de sexe et des trucs un peu sulfureux, il faut le faire à fond. Il faut pas déguiser ça en film de science-fiction en mode Thelma et Louise, on va tuer le méchant et tout ça, quoi. Ça n'a aucun intérêt, je trouve. Et sinon, Denis Lavant, je trouve qu'il a un peu la voix d'un acteur porno italien, ce qui me fait beaucoup trop rire. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Donc voilà, c'est surtout ça que j'avais à dire, mais en ayant vu les 10 premières minutes du film, donc gardez à l'esprit que j'ai pas vu la suite, quoi. Oh, mais c'est cohérent avec le reste. Ok. Et effectivement, on n'a pas parlé vraiment de Denis Lavant, mais on essaie d'oublier que c'est lui, en fait, parce que tout est catastrophique, le rôle est catastrophique. Au-delà du fait qu'il joue une ordure, ça, il pourrait tout à fait le jouer. D'ailleurs, je pense que, on va le voir en sa carrière, il a assez peu joué, finalement. Il joue les personnages vindicatifs un peu over the top, mais vraiment, cette ordure, ce truc vraiment du méchant, qu'on fait pas des caisses, mais qu'il pourrait le faire avec beaucoup de force. Et les rôles que, par exemple, fait Jean-Claude Dreyfus, qu'on va retrouver bientôt. Donc, c'est quelque chose, c'est pas ça que je lui reproche, c'est juste que là, le film est détestable, c'est pas le personnage. Mm-hmm. Et vraiment, on essaie de dire, ok, c'est pas lui, parce que j'ai même pas la fin, il n'amène rien de lui, enfin il ne donne pas l'impression d'amener quelque chose de son jeu d'acteur, et puis je pense pas qu'il avait une grande vision de son personnage à exprimer, donc... Il est habillé comme une espèce de cadre supérieur, et c'est un Mac violent et tout, enfin il y a rien de sa persona là-dedans, et je pense que ça le dessert carrément, quoi. Oui, complètement, c'est très cliché. Donc voilà, donc une belle foire au n'importe quoi, sur lesquelles on passe très vite, mais vraiment
ne regardez pas ce film. Et donc, on est toujours en 2004, avec un film très très différent. Un film qui s'appelle La langue ne ment pas. C'est un documentaire réalisé par Stan Newman, et donc Denis Lavant fait la voix off du documentaire pendant tout le film. Il est quasiment la seule voix, la voix qu'on entend au moins 80% du temps. Stan Newman qu'on va retrouver plus tard, parce qu'il a engagé plusieurs fois Denis Lavant sur ses documentaires. C'est un grand réalisateur de documentaires, très associé à la chaîne Arte. Là, en l'occurrence, c'est un film qui a été fait pour Arte, comme beaucoup de ses films. Il a fait la saga de films ouvriers, la saga Architecte aussi. Il a une très 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 grande production de documentaires télévisés, qui est conséquente, parce que bon, c'est le monde du documentaire télévisé, où c'est pas des films qui prennent 8 ans à se faire non plus, mais... Ça n'enlève rien à leur qualité, par contre. C'est ça, mais c'est quand même un réalisateur qui est reconnu, qui est connu et reconnu dans ce domaine-là, et ça se sent, le film est très intéressant. Donc de quoi parle-t-il ? Il part des écrits d'un auteur qui s'appelle Victor Klemperer, et Victor Klemperer, donc c'était un universitaire philologue allemand, spécialiste de la littérature romane française, qui avait des origines juives, même si lui était un converti au protestantisme, n'était pas du tout religieux, mais il avait des origines juives, et du coup, avec l'arrivée du nazisme au pouvoir, il perd d'abord son poste à l'université, et puis il va perdre petit à petit tous ses droits, toute sa vie, et il se trouve que par miracle, par chance, par aussi le fait qu'il était un converti marié à une femme non juive, Victor Klemperer a survécu à toute la guerre, à tout le nazisme, sans jamais quitter l'Allemagne, voilà, parce qu'il n'a pas pu. Donc pas par manque de volonté, et il a méticuleusement pris soin de témoigner, de noter tout ce qui se passait pendant toutes les années de 1933 à 1945, d'abord avec un but de décrire la langue, c'est ça qui l'intéresse, c'est un philologue, donc d'écrire l'évolution de la langue sous le nazisme, de raconter comment se construisent, se déconstruisent les mots pour une idéologie, et puis finalement, évidemment, face à l'horreur qui a lieu, il compte le quotidien, il compte les violences, les discriminations, la mort, il raconte tout ça, et donc encore une fois, par miracle, grâce au travail de sa femme, Eva Klemperer, ses écrits ont survécu, il en a sorti un livre à la sortie de la guerre, puis après sa mort, ses journaux ont été publiés, tels quels, et donc Stan Newman part de ce texte-là, et fait lire des extraits des journaux, et un petit peu apparemment sur le générique du livre, à Denis Lavant, donc traduit en français. C'est ça ce qui m'a surpris au départ, moi je pensais qu'on allait regarder une version française d'un documentaire allemand, ce qui aurait été très cohérent, vu le sujet, vu qu'il parle de la langue allemande, et qu'on est sur Arte. Et en fait non, c'est bien un documentaire français francophone, la version originale c'est celle de Denis Lavant, et il existe une version allemande, je ne sais pas si c'est un doublage par-dessus la voix de Denis Lavant ou si un autre comédien. Voilà, donc j'ai pris le temps pour résumer le projet, mais donc voilà, c'est la voix de Denis Lavant qui lit des notes du journaux, très bien sélectionnées, sur des montages d'archives avec des images d'époque et des images reconstruites. C'est important de préciser le projet, parce que c'est vraiment un projet original. 17 juillet 1945. Aujourd'hui, j'ai commencé la relecture du journal que je tiens depuis l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933. Pendant ces 12 années, ce journal a été le balancier sans lequel je serais tombé 100 fois dans le vide. Dans les heures de dégoût, de désespoir et d'horreur. Ce qui m'a toujours aidé, c'est de me dire « Observe, note. Demain, cela aura un autre aspect. Demain, déjà, tu percevras cela autrement. » Est-ce que, maintenant, tu veux réagir, tu veux donner ton avis sur ce film ? Ouais, bien sûr. Déjà, je vais commencer par dire que Denis Lavant a une très belle voix de lecture, et ce qui me permet donc de faire le lien avec la lettre à Toussaint qu'on a vue avant. C'est un très bon lecteur, il a une manière de prononcer les mots, de délier les mots qui est très élégante, et qui est très agréable à écouter, et je pense que ça vient de son parcours de comédien au théâtre. Donc déjà, c'est un très bon choix, je pense, dans tout projet de voix off ou de lecture, de lettres ou de poésie. C'est vraiment un très bon choix. Voilà, donc, et du coup, ça aide vraiment à rentrer dans le documentaire, et il accompagne vraiment avec sa voix les lettres et puis le déroulé des événements. Ensuite, pour parler du film, je le trouve vraiment très bien. Pour le coup, c'est un film super intéressant,
un témoignage hyper précieux et assez perturbant, hein, évidemment. C'est vraiment l'horreur du nazisme racontée depuis l'intérieur, en fait, au milieu de donc ces lectures, en fait, parce que c'est pas juste les lectures de lettres, c'est accompagné d'images d'archives. Et en fait, je trouve que l'utilisation des images d'archives, donc essentiellement des images de discours de hauts dignitaires du parti nazi, c'est très bien utilisé, ce qui est pas forcément toujours le cas dans les documentaires historiques comme ça, où les archives sont juste plaquées pour simplement illustrer. Et ici, on a vraiment un échange entre ce qui est écrit par Victor Klemperer et ce qui est raconté dans les discours, et on voit vraiment l'illustration de la langue nazie, en fait, de la langue du fascisme à l'épreuve, en fait, dans les discours et dans la manière de prononcer ces discours, la manière d'articuler les mots entre eux et tout ça. Et derrière, on a cette analyse presque détachée, presque très universitaire, en fait, tout simplement, du chercheur qui prend un mot, qui explique le sens, qui le décortique, et qui explique la place du mot dans le régime. Et donc vraiment, c'est une manière d'utiliser les images d'archives que je trouve très intéressante et vraiment essentielle, en fait, parce qu'on comprend vraiment, on a l'application de la langue fasciste en exercice, en fait, tout simplement. Et donc vraiment, le film et les journaux expliquent comment le fascisme se perpétue aussi par la langue, par les chants, par les discours, par les revues aussi, et par les mots qui sont imposés par le régime aux gens dans la vie de tous les jours, en fait. Voilà. Ce serait presque orwellien, hein, si on allait un peu plus loin. Et aussi, ce qui n'est pas effacé, en fait, parce qu'on pourrait juste traiter de ça de manière un peu froide et détachée, mais il y a toujours l'ombre du chercheur de Victor Klemperer par-dessus tout ça. On suit progressivement, en fait, sa crise d'identité dans cette Allemagne dans laquelle il n'a aucune possibilité d'existence, en fait. Et donc sa crise d'identité entre personnes d'origine juive, entre Allemands, entre Européens, il le dit lui-même. Et je pense que cette crise-là, elle peut même être encore instrumentalisée aujourd'hui par les mécaniques modernes du fascisme. Et sinon, j'ai noté plusieurs citations qui m'ont beaucoup marqué. Déjà, Victor Klemperer cite Hitler qui dit « Je ne suis pas un dictateur, j'ai seulement simplifié la démocratie ». Ce genre de petites phrases extrêmement glaçantes qui sont la spécialité des dictateurs, des hommes politiques en général aujourd'hui, et également des personnes qui travaillent dans le marketing. Petites phrases impactantes qui veulent tout dire et en même temps rien. Il dit aussi « On ne peut pas vivre normalement dans des temps anormaux ». C'est tout simple, mais effectivement, comment peut-il exercer sa fonction de chercheur? Comment peut-il exister en tant qu'Allemand d'origine juive, en tant qu'Allemand de gauche aussi, dans un monde qui est complètement anormal et qui n'est plus du tout fait pour lui, en fait? Et donc voilà, on a une écriture qui est très détachée, presque résignée, en fait, mais il y a quand même une flamme qui anime, je pense, la plume du chercheur, et peut-être que c'est juste la traduction et la mise en scène avec les images et la voix de Denis Lavant, mais il y a cette flamme, ce désir de comprendre, de savoir et de décrypter, même dans l'anormalité la plus totale et l'adversité du nazisme. Et je trouve ça formidable que tous ces écrits nous soient parvenus. Ça m'a pas mal touchée, y compris l'humour très noir du documentaire qui parfois glisse des blagues de juifs sous le Troisième Reich qui sont à la fois drôle et extrêmement effrayante. Donc il y a vraiment un mélange d'intérêt universitaire, d'horreur face à ce qui se déroule, et de rire, d'amusement, en fait. C'est un mélange très particulier. Je suis d'accord, c'est aussi un film qui m'a beaucoup plu. Je vais pas rajouter énormément de choses. J'ai pas envie de tomber dans ce truc de c'est un film qu'il faut voir, mais c'est vrai qu'il apporte un regard qu'on n'a pas souvent en regard historique, avant celui de l'intérieur, du détail, du quotidien, et il le dit plusieurs fois, que l'empereur lui-même, certaines personnes lui disent « mais pourquoi tu as écrit ça, ça ne sert à rien ?» Soit parce qu'il y aura des historiens plus tard qui écriront cette histoire et qui auront plus d'informations, parce que nous on ne sait rien de ce qui se passe, soit parce que finalement il n'y aura plus rien à raconter. Il y a ces deux possibilités-là. Et lui est convaincu qu'il y a un apport, et il est énorme à plein de niveaux. Déjà parce que, justement, ils ne savent pas tout. Et c'est super important de se rendre compte de ce qu'on savait, de ce qu'ils savaient à l'époque en interne, et du fait que finalement, s'ils n'avaient pas les détails, le sens général de savoir ce qui se passait, évidemment qu'on le savait, évidemment que tout le monde est conscient qu'il n'y a pas de retour, qu'ils partent, ne reviennent pas.
Et il y a toute cette analyse, il y a énormément de choses. Et en fait, oui, l'historien n'a pas le même regard quand il sait tout ce qui s'est passé que celui qui vit les choses et qui voit en fait cette accumulation, dont il dit cette accumulation d'interdictions, c'est très froid, une date on interdit ci, une date on interdit ça, puis on interdit ça, et à la fin il n'y a plus rien à interdire, parce que plus rien n'est autorisé, et donc il y a tout cette question d'accumulation par entre guillemets petites touches, même si elles sont toutes horribles, on finit par enlever tout droit humain à une population. Donc évidemment c'est un film qui est très dur, mais il y a énormément de choses qu'on n'entend pas si souvent dans les discours et les documentaires sur cette période. C'est un angle qui est vraiment important, et pareil, c'est un peu cliché, mais je trouve que c'est aussi important de regarder ce film aujourd'hui, à toute époque évidemment, mais aujourd'hui sur cette question du travail de la langue et de la reconstruction du monde par la langue, il y a vraiment des réflexions qui sont très riches. Je vais juste parler un petit peu de Denis Lavant, et que c'est pour ça qu'on est là. Je suis d'accord que c'est un lecteur, un conteur absolument passionnant. C'est d'ailleurs quelque chose qui va revenir de plus en plus dans sa carrière, au moins au théâtre. Là, à l'époque où il fait le film, c'est encore quelqu'un qui joue essentiellement dans des pièces, alors on l'a vu plutôt des pièces modernes, Jarry, Brecht, Coltès, c'est son répertoire principal, mais donc dans ce théâtre moderne, il joue quand même, c'est des pièces avec plusieurs personnages, avec une construction, et il va arriver vers la carrière qu'il a plus aujourd'hui, sur un très grand nombre de seuls en scène, de lecture, de textes, de lecture d'écrits, et donc du coup c'est quelque chose qui naît, je sais pas à quel moment ça naît chez lui, c'est de toute façon un grand lecteur, il le dit dans tous ses écrits, quelqu'un qui est très intéressé par la poésie, par les mots, par l'écriture. Il y a vraiment ces deux éléments chez Denis Lavant, c'est le mot et c'est le geste. Vraiment, c'est ces deux questions qui le transportent, qui est à la fois de la poésie et du mime, mais donc il y a effectivement une pertinence totale de la voir là, et d'autant plus je trouve, parce que il a cette force assez rare, et parfois même assez glaçante, de pouvoir, dans sa voix, dans son jeu, dans sa lecture, naviguer entre le jeu du ludique, et l'horreur. Parce que finalement, il y a quelque chose de décalé de cet écrivain qui est en train d'étudier les mots, les variations, les jeux de mots, au milieu de l'horreur européenne. Et il y a cette chose-là qui est un peu un décalage, et tu l'as dit, il y a un humour noir dans le film. Et je trouve qu'il y a ça que Denis Lavant arrive à apporter, qui est très casse-gueule. C'est difficile de lire ces textes-là, de jouer quelque chose, et de jouer aussi, du coup, des textes écrits par une personne qui les vit, et donc qui ne sait pas encore tout ce qui se passe après. Et il arrive vraiment à faire tout ça. Et c'est pas anodin, une comparaison un peu... qui peut paraître étrange, mais je vais la justifier, que Denis Lavant a également beaucoup lu et récité des textes de Céline, quelqu'un qui utilisait les mêmes mots, mais avec une toute autre intention, puisque Klemperer utilise ces mots-là pour les déconstruire, pour les comprendre, pour les analyser. Et Céline les utilisait au premier degré, en grande partie. Et donc c'est intéressant que quelque chose qui revienne, c'est que Denis Lavant est capable de jouer ces textes, ces mots qui sont empreints de choses qui sont atroces, sont très dures à dire. Très peu de comédiens peuvent réussir à utiliser ces mots, à parler de ces textes qui viennent d'une époque qui sont quand même très durs à raconter, et c'est très dur de se remettre dans les mots de l'époque, quel que soit le camp à l'utiliser. Évidemment, à aucun moment je ne compare le travail de Klemperer à celui de Céline, mais voilà, je trouve ça intéressant que dans l'œuvre de Denis Lavant, on retrouve on trouve plusieurs fois ces auteurs, et cette question de la langue dans toute son horreur. Donc voilà, mais sinon, le film est disponible sur internet très facilement, donc on vous conseille, même s'il est effectivement un peu difficile, mais bon, c'est des événements qui sont su. Il est difficile, mais il est intéressant. On vous conseille de le regarder, de l'écouter. Oui, j'avais quand même un tout petit bémol sur le film. Je n'aime pas beaucoup ces archives reconstituées, ou en tout cas c'est les plans qui sont filmés aujourd'hui, qui ne sont pas des archives, mais qui sont filmés en noir et blanc pour venir s'intercaler. Je reconnais au film le mérite de bien différencier les archives réelles des archives reconstituées. Oui, heureusement. Ce qui sera le problème du film suivant. Oui. Mais je ne vais pas trop vite. Donc c'est absolument pas le reproche que je lui fais, simplement purement esthétiquement, cinématographiquement. Donc c'est un minuscule bémol. Je les trouve pas très beaux. Non, ils sont pas très beaux. Voilà, autant les plans dans le studio, enfin dans le bureau de Klemperer, ceux qui sont en couleur, avec toute la lumière, je les trouve très bien faits sur la machine à écrire.
Autant tous ceux qui filment les mégaphones, les affiches, la propagande, les murs, en noir et blanc, je les trouve un petit peu ratés. Je pense qu'il y a peut-être des limitations techniques. Tout à fait, budgétaires, mais ouais. de temps. Mais voilà, c'est un minuscule bémol à faire sur le film, je voulais le faire tout en disant que, historiquement, documentaristiquement, il n'y a aucun problème de séparation entre... Oui, ça pour le coup, voilà. il y a une très bonne déontologie dans le documentaire par rapport à ça. Complètement. Il n'y a pas moyen de confondre les deux et ça c'est très cool. Donc, après ce film très intéressant avec un Denis Lavant très présent, on va parler d'un autre film avec un Denis Lavant moins présent, mais juste avant il y a un autre court-métrage qui s'appelle Low Street de Tom Petch, sorti en 2004, pour lequel il n'y a aucune information. Le film est introuvable, donc si vous en avez, n'hésitez pas à nous en communiquer. Et donc on arrive donc au film qu'on teasait un petit peu juste avant. Le big film de l'épisode. Voilà, le seul énorme film en budget et en production et en succès de cet épisode, c'est Un long dimanche de fiançailles, réalisé par Jean-Pierre Jeunet en 2004. Donc c'est un film qui est un énorme succès, plus de 4 millions d'entrées en France, un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma français, plus de 40 millions d'euros de budget. C'est énorme, un énorme travail de reconstitution de la Première Guerre mondiale, un énorme travail de VFX, un travail aussi de figurants, de comédiens. Donc c'est le film que Jeunet réalise juste après l'énorme succès d'Amélie Poulain. Les studios lui donnent une carte blanche totale. Un peu comme Dupontel d'ailleurs. Oui. Il y avait un peu le même parcours. Gros succès, carte blanche, tout ça. C'est un classique d'avoir une carte blanche après un film qui est un énorme succès et très rentable. Ouais, tout à fait. Il se lâche complètement, il adapte donc un roman de Sébastien Japrisot. Il le coécrit avec Guillaume Laurent, qui avait déjà travaillé sur Effroyable Jardin de Jean Becker, sur film historique avec connotation un peu similaire et qui est surtout son co-scénariste sur tous ses films depuis ses débuts et encore aujourd'hui. Donc voilà, énorme production, il y a quasiment tout le cinéma français qui joue dedans, le casting est dingue. Et donc on retrouve Denis Lavant dans un petit rôle, pour résumer l'histoire, c'est le personnage d'Audrey Tautou qui joue Mathilde, qui veut retrouver son fiancé qui est mort à la guerre, donc à la Première Guerre mondiale. Elle est persuadée qu'il n'est pas mort, elle veut retrouver sa trace. Il se trouve qu'il fait partie d'un groupe de 5 soldats qui ont été condamnés à mort pour mutilation volontaire pendant donc la guerre des tranchées. Et donc dans ces 5 condamnés, il y a son fiancé joué par Gaspard Ulliel et il y a un soudeur anarchiste un peu vindicatif joué par Denis Lavant, qui s'appelle Sissou, et qui donc est l'un des camarades d'infortune de Gaspard Ulliel, qui est un petit rôle. Il apparaît au début, il réapparaît un peu plus tard, mais c'est vraiment un rôle assez faible sur les 2h10 de film. Donc Denis Lavant, dans ses mémoires, on parle assez rapidement, il dit que... il parle d'un certain chaos, alors pas un chaos de production, mais il y a énormément de gens sur le plateau, surtout pour les scènes de tranchées. Donc il dit c'est un peu compliqué de se mettre dans l'histoire et dans le personnage, dans cette énorme production, il n'a pas forcément l'habitude d'être au milieu d'un énorme truc qui va dans tous les sens. Il dit donc qu'il s'isole beaucoup pour se mettre dans l'esprit de ce personnage, ce qu'il dit faire sur tous les tournages, quitte à passer pour un petit peu misanthrope. Pour lui, c'est pas de l'acteur studio, mais il faut prendre l'énergie d'un personnage quand même, mais il met beaucoup de distance avec l'acteur studio malgré tout, et il dit que le seul point positif qu'il garde de l'expérience, le seul point qu'il dit, c'est qu'il est très content d'avoir appris la chanson de Craon, une chanson anarchiste, que le personnage chante. C'est son souvenir du film, gros phénomène de société à l'époque. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ici, on est autour de la table avec un Breton et une Corse. Le film faisant des passages dans les deux régions, pour le meilleur et pour le pire. Comment a-t-il pu être reçu par nous ? Bonne question. Tu veux commencer ou j'y vais ? Ah, je t'en prie. Eh ben je commence. C'était la première fois que je le voyais. J'avais vu Amélie Poulain auparavant, et sinon Jeunet, j'en pensais pas grand-chose, à part que c'était très jaune, ce qu'il faisait. Et effectivement, c'est très jaune. J'ai un peu de mal avec cette signature
du réalisateur, cette licence poétique, j'avoue que je trouve ça assez inapproprié par endroits. Dans le film en tout cas. Enfin, je trouve que ça apporte un côté un peu... qui peut faire nostalgique, mais je trouve que ça fait surtout un peu cheap et que ça ressemble au jaune pisse de l'IA aussi aujourd'hui, donc forcément je suis un peu biaisée, donc voilà. Sinon, Denis Lavant, je trouve qu'il a bien une gueule à jouer là-dedans, pour le coup. Jeunet, il est connu pour avoir des comédiens à gueule quand même, et je trouve que Denis Lavant s'intègre parfaitement dans cet univers, et le peu qu'on voit de son personnage est assez dramatique et très expressif, ce que j'ai bien aimé aussi concernant Denis Lavant. Il est très Denis Lavanesque, quoi, un peu fou, un peu perdu, un peu sublime aussi au moment où il chante avant de se faire tuer. Bon, c'est très grandiloquent, quoi, mais ça marche bien, je trouve, et j'aime bien ce genre de moment un peu fort dans les films aussi, de sublimité des personnages un peu nuls, un peu losers, quoi. Bon, j'ai pas accroché de fou au film, quoi. J'en pense pas énormément de mal, mais j'en pense pas du bien non plus, hein, à vrai dire. Je trouve que la vision des années 20, elle est très fantasmée, ça me pose vraiment problème. Au-delà de l'aspect historique et tout, c'est vraiment... c'est presque des lendemains qui chantent et tout ça, voilà. Bon, on n'adresse pas vraiment les problèmes sociaux de l'époque et tout. Un peu bizarre, quoi. Un peu un côté... comment dire ? Un côté la beauté de la nature qui rappelle un certain courant politique qui viendra après en France. La nature est belle, tout ça. Il faut se rapprocher du travail, du labeur paysan et tout ça. Bon, bref, c'est un peu problématique. Sinon, j'ai trouvé rigolo que les hauts gradés de l'armée soient montrés de manière si grossièrement caricaturale. C'est vraiment des gros moustachus qui hurlent, qui font mal leur boulot, qui sont cruels et tout. Et je trouve ça... c'est peut-être proche de la réalité, j'en sais rien, mais j'ai l'impression de voir cette représentation dans tous les films qui traitent de la Première Guerre mondiale. Et je me dis que c'est peut-être un peu facile de dire que les gradés qui étaient dans les tranchées, c'était des tyrans sadiques et tout, comme s'ils n'étaient pas dans la même merde que les autres. Donc, bon, voilà. Et sinon, alors c'est peut-être bizarre comme problème, mais je comprends rien au dialogue. Je sais pas si ça vient du mixage ou de l'écriture, mais j'avais parfois énormément de mal à comprendre ce que les personnages disaient, parce que soit ils prononçaient pas bien, soit c'est moi qui entendais pas bien, mais des fois je me disais, attends, qu'est-ce qu'il a dit là ? Et Donatien, à côté de moi, était obligé de me dire, bah il a dit ça, quoi. Et je me disais, ah ouais, bah j'ai pas compris. J'ai pas compris, quoi. Voilà, c'est un peu bizarre, et... un truc que je trouve dommage, c'est que le film est traversé par plein de personnages hauts en couleur et un peu excentriques, mais le couple principal, ils sont assez quelconques en fait. On s'en fiche un peu de leur histoire. C'est genre, Audrey Tautou, elle est boiteuse et elle fait des trucs un peu mimi, un peu manic pixie dream girl, quoi. Du genre, ouais, alors si je compte jusqu'à 7, et si jamais il se passe pas ça, et ben mon amoureux, il est vivant. Ce qui est très enfantin, je veux dire, elle a 20 ans dans le film, 19-20 ans. C'est un peu bizarre d'infantiliser une meuf comme ça et tout. Et ouais, bon, elle suit une quête, voilà, et son copain, bon, c'est Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel, on l'adore ici, mais pareil, bon, il est un peu... C'est un pauvre gamin traumatisé par la guerre, mais on s'attache pas vraiment à lui, quoi. On s'attache plus à d'autres personnages qu'on voit littéralement 2 scènes et on se dit, putain, il est bien, lui. Genre le facteur, joué par Jean-Paul Rouve, j'ai trouvé incroyable, quoi. C'est en mode, il arrive, il a du style sur son vélo, et je me disais, mais attends, mais je veux voir ce personnage, je veux le voir plus, quoi. Je veux pas suivre Mathilde qui va questionner des gens et qui téléphone dans des gares, quoi. Donc c'est un peu dommage. Bon, sinon, évidemment, dans ce genre de film, on voit jamais de gueule cassée, c'est un peu dommage, je trouve. Encore une fois, ça rejoint cette vision un peu sépia, un peu nostalgique des années 20, alors que Jeunet n'a pas connu les années 20, quoi, voilà. Et sinon, il y a une scène qui m'a posé un problème moral, proche du problème du travelling de Capot, en fait, presque. Parce qu'à un moment, il y a une scène dans un hôpital improvisé dans un hangar à dirigeable. Un dirigeable qui est plein d'hélium, il me semble, donc un gaz très inflammable. Et il y a une bombe qui tombe sur le hangar et qui est sur le point... Et le dirigeable monte doucement vers la bombe et est sur le point de... Enfin, s'il rentre en collision, ça fait une catastrophe, évidemment. Cette scène, elle m'a mise très mal à l'aise
parce qu'on voit vraiment plein de gens qui peuvent pas sortir, des infirmières, des blessés, d'autres soldats, enfin des gens en fait, qui tapent contre les portes complètement horrifiés, et on sait pas d'ailleurs trop pourquoi ils peuvent pas sortir, il y a pas vraiment de raison pour laquelle les portes ne seraient pas ouvertes, bref. Et on voit le dirigeable monter, et à un moment on nous montre l'intérieur du mécanisme de la bombe qui va être déclenché par le dirigeable, et j'ai trouvé qu'il y avait un problème avec cette scène en fait, du genre on nous montre quelque chose qui est très spectaculaire, qui est utilisé souvent dans les films d'action, montrer un mécanisme qui se déclenche avant la grande explosion, bah voilà, c'est impressionnant, mais utiliser ça là pour une scène qui rappellerait presque l'extermination des juifs de la Seconde Guerre mondiale qui sont enfermés. Enfin, il y a vraiment ça m'a mis très mal à l'aise en fait, et j'ai pas vraiment compris pourquoi c'était là, d'une part, et d'autre part, pourquoi c'était montré de manière si spectaculaire, si mise en valeur et tout ça, et ouais, voilà, ça m'a rappelé un peu le problème moral du travelling de Capot, qui est soulevé par Jacques Rivette, voilà, tout à fait. Donc je sais pas si c'est un parallèle qui pourrait être fait, mais mettre en valeur comme ça une scène qui déjà n'a aucun intérêt du massacre de milliers de gens brûlés vivants, ça m'a mise extrêmement mal à l'aise, et j'avoue que c'est vraiment le gros bémol du film, et le reste, vraiment, je suis très neutre par rapport à ce film, je pense que je vais pas vraiment le retenir. Non, je sais pas, la scène est horrible, représentée en 3D l'intérieur du... Ouais. Bon, même toute la logique de... La bombe elle tombe, mais elle reste coincée dans les vitres, déjà ça n'a aucun sens. Ouais. Puis en même temps, la corde du dirigeable elle est coupée, le dirigeable il monte, donc il y a une attente. Donc il y a une logique de film d'action, de suspense, alors que tu sais que personne va s'en sortir, quoi. C'est assez horrible. Non, mais le film, je l'avais vu adolescent, j'avais bien aimé, j'en avais pas beaucoup de souvenirs. Et bon, il y a des films qu'il vaut mieux ne pas revoir, puisque effectivement, je le trouve au mieux très inintéressant. Je suis d'accord avec toi, le couple principal est pas intéressant, et toute la construction du scénario un peu en énigme, on va chercher où il est Gaspard Ulliel, comment il a survécu, puis il y a quelqu'un qui arrive qui donne un nouvel indice, puis truc où les gens envoient des lettres qui donnent des flashbacks, c'est d'une complexité de construction pour rien. Carrément. Et pour pas vraiment de cohérence, c'est-à-dire qu'en fait c'est un film, c'est juste qu'on a beaucoup reproché à Vidocq avec Depardieu, mais je trouve que ce film-là fait pire, c'est-à-dire que c'est à la fois un espèce de drame romantique, drame historique, en même temps il y a des trucs, c'est limite steampunk, avec le personnage de Cotillard qui a tout un système d'engrenage pour tuer des gens, c'est vaguement horrifique, il y a des flashbacks dans tous les sens, c'est un peu un truc avec Agatha Christie, machin, on veut dire un truc, puis il y a des personnages qui sortent de nulle part, genre une meuf allemande qui arrive dans un café et qui fait « En fait, il y a le meilleur ami de mon frère qui m'a tout raconté, et je suis là par hasard dans le café, je vais tout vous raconter parce que je parle français !» Alors du coup, j'ai regardé, et c'est un personnage joué par Jodie Foster, elle est censée être d'origine polonaise, et apparemment... c'est la femme de Gord, donc Biscotte. D'accord. Bon, ça vous dit rien si vous avez pas vu le film, mais moi j'avais pas compris ça. Je pensais que son mari c'était un Allemand. Mais elle dit pas que son mari est un... Et Gord il est mort, elle dit que son mari il est là. Bah ouais, mais moi c'est son frère qui est mort. C'est noté, Jodie Foster, elle joue Elodie Gord, épouse de Biscotte. Oui, mais c'est pas Jodie Foster l'allemande. Bah c'est qui alors ? Parce qu'elle est pas allemande, Jodie Foster. Bah non, l'épouse de Biscotte c'est quelqu'un d'autre. Bah c'est qui celle qui a un accent ? Parce que c'est noté qu'elle est d'origine polonaise. Et elle a un accent dans le film. Bon, je ne sais pas. De toute façon... c'est pas clair. De toute façon, voilà, tout ce truc d'énigme est quand même pas très intéressant. Si je dois trouver des points un peu positifs, c'est déjà, effectivement, c'est bien de faire un film sur la Première Guerre mondiale. Et c'est effectivement ce casting avec tout le monde, tout le cinéma français. Oui. Et donc, ce qui veut dire toutes les gueules du cinéma français. Ah oui, non, je me suis trompée. Oui, non, ouais, je me suis trompée, oublié. Tout mélangé. Oui, mais donc du coup, il y a toutes les gueules que on aimerait voir plus souvent. Carrément. Ensemble, et donc c'est quand même sympa de se dire qu'il y a au moins un film où on réunit Denis Lavant et Dominique Pinon. Et Michel qui est Villermoz. un petit peu un Denis Lavant d'une autre cinématographie quelque part, oui. Avec Villermoz, avec Dreyfus, avec Rufus, avec... Roux c'est un peu moins une gueule, mais... Oui, mais je l'aime bien. Mais Roux, avec Dupontel, avec tous ces acteurs comme ça qui jouent souvent ce rôle un peu de fou, un peu étrange, et ils sont tous là. Donc c'est quand même agréable, et effectivement ils ont plus d'impact que Bouli Lanners, ils ont plus d'impact que tous les comédiens plus principaux qui n'ont pas grand chose à jouer, quoi. Hein. C'est vrai que Audrey Tautou et Gaspard Ulliel sont assez inintéressants. Ils sont BG, quoi.
C'est ça, même Chantal Neuwirth, ce que j'aime beaucoup en tante, mais ça sert pas à grand chose. Donc voilà, tout le monde essaye un peu de sortir son épingle du jeu. Et après, c'est vrai qu'il y a un gros problème sur le fond du film, du fait qu'il est pas très intéressant à suivre dans sa longue narration de surprises et d'énigmes. Il y a effectivement une vision historique. La question n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, évidemment que c'est pratique scénaristiquement, que tout le monde puisse s'appeler de partout pour accélérer l'intrigue, même quand ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, non, à l'époque, tu ne peux pas appeler depuis une gare un port en sachant que tu vas trouver quelqu'un, la bonne personne au port. C'est-à-dire que si tu téléphones une cabine publique, il faut que tu appelles un téléphone privé, sinon jamais tu ne trouves la personne. Puis voilà, il y a des absurdités comme ça, mais à la limite, on s'en fout. Mais il y a une telle débauche de moyens dans la reconstitution de historique qui devient paradoxale. On voit jamais de ruines en tout cas, c'est ça qui est bizarre. Il y a quand même plein de trucs, voilà, où même les champs de bataille, tout est très propre. Puis il y a vraiment un truc qui est problématique de cette France de carte postale, où tout va bien en 18-19, où tout est... Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de gros problèmes sur l'après-guerre, tout se passe plutôt bien. Elle a de l'argent, oui, elle peut faire des enquêtes. Elle a pas bougé de sa ferme en Bretagne. Bon. C'est ça, tout est plutôt tranquille, et au final, même au niveau de la reconstitution des tranchées, pourtant on a demandé énormément de figurants, tout ça, mais à la fois la réalisation très plate de Jean-Pierre Jeunet sur les scènes de combat, plus le côté très propre, fait que, quand bien même c'est l'une des guerres les plus affreuses de l'histoire de l'humanité, on a quand même un peu du mal à comprendre que les gens en aillent jusqu'à se mutiler pour essayer de s'en sortir. Et il y a un truc ils se tirent dessus, et les gens sont là, t'as gagné ta permission pour aller voir ta copine, quoi. Alors des gens qui étaient rendus à un point d'inhumanité, on sait qu'on est sur la fin de la guerre à ce moment, dans les scènes qui sont représentées, donc ils sont là depuis très longtemps, dans des niveaux de violence qui sont pas aussi détendus que ça, même avec le côté du Pontel qui sort du chocolat et du miel de nulle part. Enfin, oui, ça, les gens, ils ont tous du chocolat. Enfin, il y a quand même des trucs qui sont un petit peu absurdes. C'est très idéalisé comme vision de la guerre, en fait. Et même de l'après-guerre, où tout le monde a une voiture, tout le monde a le téléphone, tout le monde... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est quand même assez... Tout le monde peut se payer une moto. C'est ça. Alors pour le coup, il se paye une moto en volant pendant la guerre. Oui, donc, c'est vrai. Donc lui, c'est expliqué. Mais voilà, donc il y a quand même quelque chose qui est un peu dérangeant dans cette histoire, pour un film qui de toute façon n'est pas plus que ça passionnant à suivre. Donc voilà, je suis content de voir Denis Lavant là, je pense qu'il s'amuse, enfin, il a un rôle qui est intéressant, qui est rare à jouer. Le film n'a pas vraiment de cohérence générale, et je m'attendais à ce que tu parles de la Corse, du coup. Oui, mais le film a fait une grosse polémique en Corse, au point d'être retiré des salles. Ah, je savais pas. Sur l'île, il y a eu vraiment une grosse polémique, parce qu'il y avait encore des anciens combattants en 2004 quand le film sort. Il y avait les derniers. C'était autour du personnage voilà, corse, il y a un personnage corse, du coup, qui donc fait partie de ceux qui sont condamnés à mort, et exprime une position anti-française, pro-corse, en disant aux Allemands ne me tuez pas, je ne suis pas français, je n'ai rien à faire dans cette guerre, et donc entre guillemets est un traître à la France. Et donc il faut savoir que dans le livre, le personnage est un immigré italien, qui explique la question de ne pas se sentir français, puisqu'il est immigré. Oui. Et dans le scénario du film, c'est un Marseillais, ce qui n'explique rien, mais c'est un Marseillais. Ok. On va savoir pourquoi. Et quand ils ont tourné, avant de tourner, mais en train de préparer le film, Jeunet s'est rendu compte qu'il voulait tourner en Corse, parce qu'il trouve que c'est très joli la Corse. Bah, oui, et donc il voulait faire quelques plans sur l'île, et donc il a changé le personnage juste pour ça, sans se rendre compte de quel point ça allait mal passer, puisque donc il y avait encore des anciens combattants corses à la Première Guerre mondiale, même si en 2004 on est vraiment sur les tout derniers, et qui du coup n'ont pas très bien vécu ça se comprend, cet affront, et les associations et même la population corse derrière, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui sont morts pendant cette guerre. Bien sûr. Et là, il y a vraiment plus ou moins la négation de l'esprit un peu combatif. Voilà, et surtout le personnage il représente vraiment un truc assez horrible de moi j'en ai rien à foutre, alors que y a des combattants corses français qui sont morts pendant la guerre et même qui ont survécu et qui... Au-delà de ça, le personnage est horrible. Oui, bien sûr. C'est un souteneur violent qui a fait de la prison. Il est cruel, il est lâche. Il est vraiment terrible. Ouais. Et d'ailleurs, autre point qui
qui est dans ce truc assez idéalisé du passé, la prostitution. Ouais. C'est-à-dire que, franchement, la prostitution, ça a l'air plutôt tranquille dans le film, Mm. et toute une partie de l'intrigue se base sur Marion Cotillard, qui veut venger son souteneur. Donc on est quand même dans un film où les prostituées sont amoureuses de leur souteneur au point d'essayer de buter Et de le maréchal Pétain. Oui, et puis de se faire tuer à la fin pour les avoir vengés. Voilà, donc voilà, pareil, dans un truc très romantique qui se passe que dans la tête de Jeunet, Ouais. avec, et donc on trouve cette question des archives, l'exécution de Marion Cotillard, condamnée à la guillotine, qui est filmée comme si c'était une archive. Ouais, en noir et blanc Alors avec un que- gros grain. Alors que ce n'en est pas une, puisque on n'a pas d'image filmée des exécutions. On sait que des gens se sont débrouillés alors que c'était illégal pour filmer des exécutions en place publique, mais voilà, c'était illégal, ça a peu circulé, ça n'a pas survécu autant. Donc ce sont évidemment des images reconstruites par Jean-Pierre Jeunet, et on sait pas pourquoi, d'un coup, il nous met un filtre pour nous faire croire que c'est une image d'époque, ce qui est de très mauvais goût. Et ce qui n'a aucun intérêt. Ce qui n'a aucun intérêt. Mais voilà, donc c'est tout ce film flirte dans un côté de beaucoup trop de budget pour ça, et un côté d'un peu trop de mauvais goût, pour être vraiment passionnant, même si je déteste pas, hein, mais Ouais, beaucoup de il y a quand même révisionnisme. beaucoup de choses qui me dérangent un peu dedans. Mm. Et donc on l'a dit, le film est un gros succès. Pas mal de César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Marion Cotillard, meilleur espoir masculin pour Gaspard Ulliel, alors que j'adore Ulliel, mais là le rôle est quand même... Il est très insignifiant. Voilà, meilleure photographie pour Bruno Delbonnel, bon, voilà. Et meilleur décor et meilleur costume. Donc Ça se justifie un peu plus là déjà. justifie un peu plus. Sachant du coup, en face, cette année-là au César, c'était L'esquive de Keshish qui a tout raflé. Et les autres films, c'était Les choristes et le 36 quai des Orfèvres de Olivier Marchal. Donc, bon, pas non plus une année fantastique. C'est clair. Mais ouais, c'est donc notre ami Bruno Coulet, qui a fait la musique du Don Juan de Jacques Weber, qui obtient le César de la meilleure musique pour Les choristes, évidemment. Bien sûr. Sachant que la musique du film de Jeunet est de Badalamenti. Elle est C'est pas un peu la très- surprise, Oui, et- elle est pas du tout marquante. Hein. Non, elle est pas terrible. C'est vraiment de la musique bateau qui accompagne l'image comme ça, elle ressort jamais, enfin c'est pas grand intérêt quoi. Non. Donc voilà pour notre avis sur ce film. Donc, c'était bien qu'il y ait un gros film dans l'épisode, Ouais. mais il nous a pas vraiment convaincu plus que ça. Encore un épisode qui se termine sur un bilan mitigé quand même. Oui, mais sur des belles découvertes malgré tout, et c'est tout ce qui compte. Le prochain épisode va peut-être être compliqué parce qu'il y a beaucoup de films dans la période 2004-2008 de Denis Lavant qui ne sont actuellement pas trouvables, en tout cas que moi je n'ai pas trouvé. Donc on va voir un peu comment on se débrouille, on se dépatouille de tout ça. Il va y avoir du téléfilm, du court-métrage, de la série télé, on va avoir plein de formats différents, ça va être intéressant. Ouais. Il va falloir trouver tout ça. En attendant, sachez que les 2 prochains épisodes du podcast seront consacrés à d'autres choses que Denis Lavant. On va faire une petite pause. C'est une double pause, on ne sait pas encore dans quel ordre, mais on va avoir une intégrale en un épisode d'un réalisateur, donc qui a fait peu de films, donc on va tout caler en un seul épisode, comme ça ce sera réglé, ça nous prendra pas un an, et un épisode complètement à part pour la fin d'année. Donc voilà, donc restez à l'écoute des prochains épisodes, et on vous dit à bientôt. À bientôt.